rencontrerions-nous des petits soucis techniques? Non, Non, ça marche, tout marche vite. tout va bien. Merci Mondax. Eh ben coucou à tous, ici Vlad et Mondax de la Tronche en Biais, en direct de quelque part sur Terre. On ne va pas dire où pour des raisons évidentes de confidentialité. Sauf si vous avez envie de nous envoyer des cadeaux, là on le dira. Et on remercie Corby d'être là avec nous à la technique. Oui, bonsoir. Bonsoir, dit Corby, si vous ne l'entendez pas. Et ce soir, on a l'immense plaisir de recevoir Patrice et Francine, qui sont... Et Mondax. Bien, bonsoir. Patrice et Francine, qui sont des enquêteurs de terrain. Voilà, et non pas des ufologues, comme nous avons commis la petite bévue de les présenter. Mais je les laisserai expliquer pourquoi ils préfèrent ce terme-là. Voilà, bonjour Patrice, bonjour Francine. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. On doit les voir. Là, il y a un petit problème technique, mais hop, on les voit. Magnifique. Alors, est-ce que vous avez envie de nous en dire un petit peu plus sur ce que vous faites et de nous définir un petit peu mieux votre travail que ce que je l'ai fait là juste à l'instant? Oui, bonsoir à tous et merci pour votre invitation. Donc, Merci à vous de l'avoir accepté. Je suis Francine Cordier et je suis enquêteur de terrain en ufologie depuis la fin des années 1970. Et je préfère ce terme au terme ufologue car l'ufologie a été tellement galvaudée et c'est un vocable qui est tellement mal interprété, tellement connoté que je préfère enquêteur en ufologie. Et par ailleurs, dans ufologie, dans ufologue, il y a une grosse majorité de personnes qui ont des hypothèses privilégiées, ce qui n'est pas mon cas. Donc je préfère vraiment enquêteur en ufologie, puisque je fais du travail d'enquête, je relève les paramètres quand il y a des cas d'observation qui nous sont signalés, mais en aucun cas je ne me prononce sur des hypothèses, et surtout pas sur des hypothèses exotiques. En revanche, quand les paramètres me permettent d'expliquer de façon rationnelle et avec certitude un cas, je n'hésite pas à le faire. D'où aussi le fait que nous soyons affublés de certains mots comme débunker. Ah oui. Très bien. Ça semble important ce type de choses, effectivement. Voilà. Moi, c'est Patrice Sorel, donc je suis aussi enquêteur de terrain depuis 1972, c'est pas d'hier. Et pour toute la bonne raison, c'est que j'aime bien toucher les choses, dans le sens où rencontrer un témoin m'amène beaucoup plus que de lire un simple récit dans un livre ou maintenant sur le net. Et en allant sur le terrain, on apprend à mieux comprendre le témoignage, alors que sur le net, il n'y a pas les intonations, il n'y a pas les regards, il y a ces petites choses qui font qu'on touche quelque part le récit du témoin de façon à mieux le comprendre. Bien sûr, c'est vite de passer par un média qui est déjà sujet à une certaine interprétation et au prisme d'une autre personne. Tout à fait. Alors, j'aime pas non plus le terme ufologue parce que ça a l'air de dire spécialiste ufologue. Or, on est spécialiste de rien, parce que l'ufologie n'est pas une science, c'est une pseudo-science. Donc, on est spécialiste de rien du tout en ufologie. On est simplement des passionnés. Voilà. D'accord. Très bien. Faut être précis, c'est bien. Non, bien sûr. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à toutes ces choses-là et à appliquer cette méthode-là, du coup? Alors, c'est une question, je vais y répondre en deux temps. Alors, ce qui m'a amené à m'intéresser à ces phénomènes d'observation, on va dire d'engin mentiel, puisqu'à l'époque c'est comme ça qu'on disait, de soucoupe volante, c'est la teneur des récits qui était assez extraordinaire, qui faisait rêver. Et comme je suis un gros amateur de science-fiction, il y a quelque chose qui m'a accroché. Et c'est vrai que la vie quelque part ailleurs dans l'univers m'attire comme beaucoup de gens. Donc je me suis dit, est-ce qu'il y a un fond de vérité là-dedans? Est-ce que c'est des gens qui rêvent? Il serait bon de savoir, et donc de trouver des méthodes pour recueillir le témoignage et autres. Dans le deuxième temps, je dirais que ce qui m'a attiré aussi dans ce domaine, c'est qu'on est obligé de toucher à des milliers de choses, que ce soit la psychologie, bien sûr, en sciences molles, mais aussi en sciences dures, c'est-à-dire essayer de comprendre des principes physiques, de chimie pour le sol, enfin beaucoup de choses. Et le fait de pouvoir apprendre à travers un récit, parce qu'on veut essayer de le comprendre, c'est quelque chose d'enrichissant. Et l'ufologie, si elle est prise ainsi, c'est mon avis, hein,
est un formidable hobby pour apprendre énormément de choses. Voilà. D'accord. C'est pas nous qui allons dire le contraire, on pratique la zététique comme un hobby, nous ne sommes absolument pas pro là-dedans, mais un petit peu le même rapport que vous avez. Oui. C'est C'est plus du scepticisme et on veut savoir ce qui se passe. Voilà, c'est ça. Les deux sujets me semblent d'ailleurs corrélés, hein. C'est bien pour ça qu'on a sorti une vidéo sur la question, celle dans laquelle on parle des différents termes OVNI et PAN. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette vidéo que vous avez vue, je pense? Oui, moi je l'ai beaucoup appréciée. Beaucoup apprécié. Elle est très synthétique, mais en même temps, elle dégage quand même les idées fortes, les idées phares, les idées principales. Oui. Et c'est bien, sauf que, moi je l'ai fait circuler, et, y compris au Japon. Oui. Et le Japon, c'est vrai que eux, leur terminologie s'arrête à PAN, PAN. Et vous avez ajouté le E derrière. C'est vrai. Je confesse. Mais autrement, c'est tout à fait conforme, ça se rejoint parfaitement. Hein, C'est vrai que l'acronyme du GEPAN, PAN, phénomène aérien non identifié, sous-entendu non identifié, PANI ou non expliqué, PAN avec un E, est peut-être plus parlant, plus juste que OVNI, qui veut dire objet volant non identifié, donc qui sous-tend un objet, quelque chose de matériel. Mais dans l'imagerie populaire, OVNI, c'est la soucoupe volante, c'est l'engin exotique. Exactement. Donc, PAN mettra peut-être encore un peu de temps à être adopté de tous, mais ça commence tout doucement, tout simplement parce que ce terme, PAN, PAN, est beaucoup plus juste, à mon avis, que OVNI et encore beaucoup plus juste que soucoupe volante, bien sûr. Mais en définitive, dans PAN, il y a autant de présupposés que dans OVNI. C'est juste que poser le mot PAN, ça va permettre de voir que dans OVNI, il y a des présupposés. Donc c'était intéressant de montrer comme ça. Pour moi, c'est un mot nouveau qui, du coup, est vierge de toutes les connotations qu'a actuellement le mot OVNI, C'est vrai. qui est quand même extrêmement chargé sur le plan de l'imagerie populaire. Et du coup, juste pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous avez parlé du GEPAN, est-ce que vous pouvez un petit peu développer ce que c'est? Alors, c'est un microservice du Centre national d'études spatiales dont la vocation est de justement recenser les cas d'observation de phénomènes aériens que les gens n'ont pas pu expliquer et d'enquêter sur ces cas. Puis surtout, ce qui est important, sa vocation, c'est le I du GEPAN, c'est information, c'est de les mettre à disposition de tout un chacun. Et c'est pourquoi, depuis quelques années, et notamment depuis l'arrivée de Xavier Passot, le directeur du GEPAN actuel, il y a eu beaucoup de mises en ligne de cas, enquêtés, de phénomènes aériens non expliqués. Alors, ça me permet d'attirer l'attention des auditeurs à ce sujet. Quand on va sur le site du GEPAN, sur la page d'accueil, il y a un très beau camembert qui indique qu'il y a 22% de cas non expliqués. Mais en fait, c'est une image fixe qui n'a pas été changée depuis que M. Xavier Passot a pris la direction du GEPAN. Et pour voir les statistiques véritables, actuelles, et remises à jour tout le temps, au fur et à mesure que les cas sont diffusés en public et sont mis en ligne, il faut aller dans les statistiques dynamiques. Et là, on n'est plus du tout à 22% de cas non expliqués, mais à quelques pourcentages de cas non expliqués. Et bien sûr, pour utiliser un terme qui est souvent donné, non expliqué ne veut pas dire non explicable. On a des tas de raisons pour lesquelles certains cas sont pas expliqués. Je pense que on pourra y venir à ça. Juste une petite chose vite fait, si ça ne dérange pas, on nous indique qu'il faut parler un peu moins vite parce qu'il y a beaucoup d'écho. On va essayer de s'améliorer pour ce Oui, il côté-là. faut se rapprocher un peu du micro et parler un peu moins vite. C'est ce qu'on a fait aussi. On avait des problèmes du micro. Voilà. Mais voilà. Mais donc en fait, ce que vous dites, c'est qu'au final, on éclaircit beaucoup plus de cas que ce qu'on pense en général. Bien sûr, il y en a quand même beaucoup. Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on creuse un peu le cas, on arrive à trouver les pistes prosaïques et bien souvent à les confronter au témoignage et ainsi faire corréler et la piste prosaïque et le témoignage. Mais pour ça, il faut qu'on puisse aller dans le cœur du témoignage, donc rencontrer les témoins et ne pas trop tarder à les rencontrer. Oui. C'est pour ça qu'on utilise un outil, on en parlera tout à l'heure, qui est l'entretien cognitif,
qui est un must à l'heure actuelle pour recueillir le témoignage humain. Et ça explique pourquoi aujourd'hui on arrive à expliquer beaucoup de cas. Si en parallèle il y a beaucoup de listes d'affaires où on se dit bah là il n'y a pas d'explication, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas pu creuser plus loin. Voilà. Ben oui. Et je précise également que quand on fait une enquête de terrain, quand on nous soumet comme ça à un cas d'observation, on y va sans a priori. C'est peut-être aussi pour ça qu'on réussit à trouver des pistes explicatives. Parce que si on va chez un témoin en ayant déjà à l'esprit qu'il s'agit de telle ou telle chose, qu'elle soit vraiment prosaïque ou qu'elle soit du domaine de l'extraordinaire, on biaise déjà d'avance son approche. On est biaisé, et les biais c'est mal. Compris les enfants? Le biais est mal. Le biais est mal. Bon, ceci dit, nous ne sommes que des humains. Donc forcément, on peut, à la lecture d'un témoignage, lorsqu'on le reçoit, se dire tiens, ça fait penser à telle ou telle chose. Il faut le reconnaître. Mais on essaie de faire abstraction de la pensée qu'on peut avoir à ce moment-là en lisant le témoignage, et quand on va rencontrer le témoin, on oublie tout ça et on ne fait que recueillir le témoignage. Donc c'est la démarche sceptique au sens propre. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc je vais laisser Vlad vous questionner sur qu'est-ce que c'est que l'entretien cognitif. Oui, mais avant ça, est-ce qu'on a quelques questions? Non, pour l'instant. Pas encore. Si. Ah si. Ah bon, on n'est pas des robots. Non, Ah bon, on n'est pas des robots. Non. Bah, ça dépend parce que d'une certaine manière on est des robots biologiques. Bon, d'accord, on va pas pinailler là-dessus ce soir. Bien sûr, on est une IA très avancée. Et pas très bien fichu d'ailleurs. Alors, allez-y, expliquez-nous ce qu'est l'entretien cognitif. Expliquez à tout le monde, parce que c'est très intéressant. Donc, l'entretien cognitif dans le cadre d'une observation de panne, donc, je te laisse commencer. Ouais, si tu veux. Alors, l'entretien cognitif, qu'est-ce que c'est? C'est un outil destiné à aider les témoins dans la restitution optimale de ce qu'ils ont observé. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. La technique de l'entretien cognitif permet d'obtenir des récits plus complets et plus exacts avec des méthodes, j'allais dire, d'audition classique. D'accord. Ça diminue sensiblement le volume de questions que l'auditeur aura à poser s'il pratique bien cet entretien cognitif, et ça réduit de façon importante, oui on va dire importante, les biais communicationnels, si je ne sais pas si je prononce bien le mot, les influences inconscientes nuisibles, comment dire, de la restitution objective quoi, qu'on recherche. Voilà. On s'est aperçu qu'en menant un entretien cognitif auprès d'un témoin, on obtenait entre 30 et 40% d'éléments supplémentaires dans le témoignage et des éléments supplémentaires fiables. On y reviendra s'il le faut. C'était quelque chose? Oui, je vais donner un exemple. Par exemple, lorsque on voit quelque chose qui nous marque, une scène particulière, un accident, quelque chose comme ça, on mémorise les informations les plus importantes, par exemple le choc frontal de 2 voitures, mais on mémorise aussi l'état d'esprit dans lequel on se trouvait à ce moment-là. On a beaucoup d'informations aussi concernant l'environnement, son état mental à soi-même, hein, en tant que témoin, et même son état physique. Et quand on pratique l'entretien cognitif, ce qu'on demande aux témoins, c'est de se remettre dans ces états dans lesquels il se trouvait au moment de l'observation du phénomène qui s'est produit, que ce soit un accident de la route, que ce soit un phénomène aérien non identifié. Parce que le fait de faire appel à ce contexte, ces sensations internes, permet au témoin de recouvrer des détails qu'il n'aurait pas donnés s'il avait été interrogé à brûle-pourpoint. Et ça, je pourrais faire un parallèle aussi parce que j'ai très longtemps donné des cours en relaxation et pour les sportifs de haut niveau. On faisait ce qu'on appelle
Le geste idéal, c'est-à-dire qu'on les mettait en état de relaxation, à leur demander d'imaginer le geste idéal dans le sport qu'ils pratiquaient. Et quand ils étaient effectivement en situation, eh bien, tout ce sentiment de réussite, de plénitude et de joie en imaginant qu'ils réussissaient à faire ce geste idéal pour réussir son sport particulier, eh bien, ils retrouvaient déjà dans la réalité ces sentiments-là qui le rassuraient et qui lui permettaient de dépasser un petit peu des blocages. Dans l'entretien cognitif, on prend un peu la chose, mais dans le sens inverse, on fait se remémorer l'environnement pour retrouver quelque chose qui s'est passé. Alors que dans le cas du sport, on fait un peu la démarche dans l'autre sens. On fait appel à l'hypermnésie. Voilà, c'est ça. Alors, l'entretien cognitif auprès d'un témoin se déroule une fois qu'on l'a mis en condition, qu'on l'a remis dans son contexte, consiste surtout à le laisser parler. On lui explique que ce qu'il va nous dire, c'est pas parce qu'on ne pose pas de questions que ça ne nous intéresse pas, mais qu'on ne veut pas le couper dans son récit, que s'il se trompe, il le dit tout simplement, il peut se tromper, il peut revenir sur quelque chose. Et ça, c'est la première partie. Surtout ne pas couper un témoin lorsqu'il témoigne. Je fais un petit parallèle. Sur le net, vous avez des témoins qui viennent, qui vont sur un forum, qui témoignent, ils témoignent, et vous avez 5, 6, 7, 8, 10 personnes qui viennent derrière et qui lui posent des tas de questions. Ah, mais ça ressemble à cela, vous avez dû voir si. Là, le témoignage est perdu. Le témoignage est perdu. Bien sûr, le souci, c'est qu'une personne... Il faut réagir très très vite. Le mieux, c'est de réagir le plus vite possible pour avoir les sensations, le témoignage le plus frais possible, si je peux employer le terme de frais. Pour éviter les influences. Éviter les influences. Parce qu'il faut rappeler quand même que... il faut éviter l'effet de contagion. Il faut rappeler qu'on a compris que les mécanismes de la mémoire ne fonctionnent pas exactement comme on le pensait avant. On ne se rappelle pas d'un événement, on le récrée. Et par conséquent, à partir du moment où une personne va nous donner des éléments pour influencer ce qu'on pense, tout de suite ça va troubler le message. Et surtout, on sera sûr de se rappeler bien alors qu'en fait on recrée. Exactement. Il y a une excellente vidéo de Penn and Teller, on en parle assez souvent de Penn and Teller, donc de bullshit de Penn and Teller. Des Américains. Qui sont des Américains et qui ont fait justement une émission sur les témoignages extraterrestres qu'ils ont appelé, l'émission s'appelle Alien Abduction, donc qui parle des enlèvements aliens, et dans lesquels justement ils vont voir comment procèdent les gens qui prétendent faire de l'hypnose pour se rappeler d'un événement traumatisant, et justement ils montrent que les questions sont affligeantes à ce niveau-là parce qu'elles influencent énormément le souvenir de la personne qui va être vraiment persuadée qu'une simple lumière dans le ciel va être une lumière extraterrestre par exemple. Très orienté. Donc du coup, exactement. L'entretien cognitif dont nous parle Patrice, c'est justement pour ne éviter pas commettre ces erreurs. Possible. Alors ça, c'est la première partie de l'entretien cognitif, parce qu'en principe, l'idéal, c'est de faire l'entretien cognitif en différentes phases, c'est-à-dire jusqu'au bout. La seconde phase est un peu délicate, parce qu'elle consiste, une fois qu'il a fait son premier récit, pendant ce temps-là, l'enquêteur peut prendre des notes, ça c'est pas interdit. La deuxième phase, elle consiste un peu à demander au témoin de recommencer son récit, mais en partant de la fin vers le début. C'est pas un exercice facile. Tout simplement parce que dans cette demande, ce qu'on appelle de changement d'ordre, donc de changement d'ordre narratif, l'enquêteur, son rôle est qu'il doit encourager le témoin, car c'est pas un exercice facile, et essayer de lui faire comprendre pourquoi on fait cette méthode-là. C'est pas une méthode qu'on fait parce qu'on a envie de la faire ou parce qu'elle est originale ou autre. Elle a un but bien précis. Sans lui donner les armes pour pas qu'on va biaiser une nouvelle fois, on essaye de le rassurer, de lui expliquer que les souvenirs, quand on raconte à rebours, des détails, des fois insignifiants pour lui, mais importants pour nous, peuvent surgir. Et le but est aussi de diminuer un possible impact des schémas de son récit. Ça, c'est la seconde partie. Je vais préparer la première fois. Pardon, je vous coupe juste une seconde, mais parce que ce qui est intéressant, c'est de partir de l'idée que la personne elle est de bonne foi. Oui, elle a véritablement vu quelque chose, mais que son interprétation, en revanche, n'est pas forcément la bonne. C'est une interprétation erronée.
Tout à fait. Ils ont vu quelque chose. Ça peut C'est être ça. une- On peut dire que la très grande majorité des témoins sont sincères lorsqu'ils nous disent qu'ils ont vu quelque chose. Je dis bien quelque chose parce qu'au départ on ne sait pas quoi. Ils ont réellement vu quelque chose qui les ont ou choqués ou interloqués ou simplement qui leur a posé des questions, hein, mais qu'ils n'ont pas reconnu. Sur le moment ils n'ont pas reconnu pour X raisons. On pourrait y venir lors des questions. Il y a des milliers de raisons, hein, pour lesquelles on peut ne pas reconnaître quelque chose. Bien sûr. Naturellement. Donc, ça, c'était la phase numéro 2. Ça c'est la phase numéro 2. Et juste alors, on vous coupe parce qu'il faut pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on présente les personnes qui sont avec nous. Oui. Vas-y. Donc voilà, monsieur Patrice Serret sur votre droite. Je dis bien, je dis correctement? Oui, Patrice Serret. Serret. À gauche. Patrice Serret sur notre gauche et Francine Cordier sur notre droite. Ils Qui sont tous les deux des enquêteurs de terrain. de terrain. Voilà. Et si vous voulez savoir pourquoi on dit enquêteur de terrain et pas ufologue, eh ben il faudra regarder le replay. Voilà. Et donc, on présente l'entretien cognitif et on en vient à la phase numéro 3, qui cherche vraiment à tester les témoignages pour en retirer le plus d'informations possible. Voilà, tout à fait. Et on va donc demander aux témoins, dans cette troisième phase, de refaire à nouveau son récit dans l'ordre chronologique, mais séquence par séquence. Et on va ensuite, après cette phase, solliciter le témoin en lui disant ce que nous, en tant qu'enquêteurs, on a compris de son récit. Si on n'a rien oublié, si tout est correct. Et donc là, la troisième phase se termine par une interaction entre l'enquêteur et le témoin. Et puis, on posera éventuellement des questions sur des points précis. Mais si l'entretien cognitif a été bien mené dans sa phase première, dans sa phase seconde et dans la troisième, normalement, il y a très peu de questions à poser. C'est pour ça que c'est très intéressant. Si on arrive à faire ces trois phases de l'entretien cognitif, et c'est pas évident, surtout le changement d'ordre, il n'est pas évident, il n'est pas accepté par tous les témoins, il n'est pas maîtrisé par tous les témoins, ce qui est normal. Si on arrive à faire ça, on a très très peu de questions à poser aux témoins, parce qu'il nous a donné tous les éléments dont on a besoin. Les seuls éléments qui viendront compléter l'enquête qu'on a fait à ce moment-là, c'est sur le terrain, c'est-à-dire les mesures d'auteur angulaire, d'azimuth, tous ces trucs-là, c'est tout. Et les gens le vivent bien. Donc on va éviter de polluer le témoignage. Et donc, les gens qui témoignent, comment ils vivent ce type d'entretien? Est-ce que c'est stressant pour eux? Est-ce qu'ils vivent très bien? Est-ce qu'ils trouvent ça intéressant? C'est notre rôle à nous de le mettre en confiance et de lui expliquer pourquoi on fait ça. En principe, le témoin comprend. Tout simplement parce que s'il a fait déjà une première démarche pour nous envoyer son témoignage, c'est qu'il avait envie d'en parler. Donc il avait envie de rencontrer quelqu'un de suffisamment au fait, ouvert, prêt à accepter ce qu'il a vécu. Donc à partir de ce moment-là, en lui expliquant point par point pourquoi on fait ça, en principe, ça se passe bien. On a quelques cas, on a eu peut-être 2 ou 3 cas, où bon, le témoin, ou il est soit pressé, ou il n'a pas trop compris, il n'a pas trop envie de jouer le jeu, mais c'est très très rare. En principe, le témoin accepte bien. D'accord. Et donc après, c'est la phase de terrain, c'est ça? Après, c'est la phase de terrain. La phase de terrain, bon, bah, c'est relever toutes les mesures sur le terrain. Le témoin nous dit j'étais là, j'ai été au-dessus, etc. Bon, bah, on lui fait prendre le angulaire, on prend l'azimut, on regarde après coup tout l'environnement, pour essayer de voir s'il y a quelque chose dans l'environnement qui peut nous donner une piste si on l'a pas à ce moment-là. Je peux même aller plus loin en disant que lorsqu'on fait une enquête, si l'enquête a lieu à 23 heures, il est évident qu'on ne rencontre pas le témoin à 23 heures. C'est un peu là où on pêche. Oui, c'est l'observation qui a lieu à 23 heures, pas le témoin, bien sûr. Donc c'est là où l'enquêteur peut pêcher, mais nous on se met un point d'honneur. Si c'est à 23 heures, on va retourner sur les lieux à 23 heures pour observer de nuit ce qu'il y a dans l'environnement. Parce que des fois, là aussi, on a des petites choses qui vont nous permettre de mieux comprendre ce qu'il voulait dire, une petite chose qui va déclencher la piste mosaïque. Ça a été le cas dernièrement sur un cas de Remiremont, dans les Vosges, où le témoin a vu vers les 1h du matin un truc qui nous faisait penser à quelque chose, mais qui ne semblait pas correspondre dans le récit. Et on a refait le trajet donc de nuit entre minuit et 1h, 1h30 du matin à plusieurs reprises.
pour retomber sur le jour où lui il disait, c'est-à-dire un samedi soir, et puis Dans des conditions dans les conditions optimum, de l'atmosphère quasi identique. Et là, on a vu ce que les témoins, on a vécu ce que le témoin nous a décrit. Et alors c'était quoi? C'est important d'aller sur les lieux, même si c'est à 23h, milieu ou 2h du matin. C'est pas toujours drôle. C'est quoi la solution du samedi soir? Allez, on va savoir. Alors, vous avez le choix. Vous avez le choix entre l'explication que les ufologues lui ont donnée, à savoir qu'un engin extraterrestre s'était perdu et qu'il avait choisi de capter les ondes entre le satellite et son GPS Ils ont pour retrouver sa route. Wow. Et non- C'est bien Ouais. ça. Alors ça, c'est difficile quand on passe derrière, je vous assure. Et notre explication à nous, qui est reproductible puisqu'elle se reproduit du vendredi soir au samedi soir, à partir de 23h30, c'est un Skytracer d'une discothèque qui se trouve à plusieurs dizaines de kilomètres J'en étais sûr que c'était des discothèques. et qui produit donc certains phénomènes lumineux dans le ciel. On a eu beaucoup de mal quand même. On a quand même été obligé d'aller en boîte de nuit pour rencontrer le patron de la discothèque. Dans ce cas-là, il y a un truc intéressant à savoir, c'est qu'à un moment donné, on nous dit je prends le rond-point, l'objet, enfin il dit l'OVNI, mais l'OVNI passe au-dessus de la voiture, prêt à me percuter, s'arrête à ma gauche, retraverse la route devant moi et se repositionne à l'endroit où il était. Et là, on n'arrivait pas à comprendre ce qu'il voulait nous dire. Et quand on a revécu la scène, parce qu'on a revu le même sky, donc, comme il nous a décrit, on arrive à ce rond-point et le hasard a voulu que, au moment où on arrivait, le sky basculait, donc semblait venir sur nous, est venu balayer de côté gauche de la route, donc à notre gauche, et est revenu en passant de la gauche vers la droite pour passer devant le véhicule et pour se replacer devant. Et on s'est dit, on a compris ce qu'il voulait dire à ce moment-là. Donc vous voyez, des fois, c'est pas si facile que ça. Mais je tiens à préciser quand même que le témoin a été particulièrement coopératif. Et d'une grande cohérence dans son récit. Il a rien rajouté à ce qu'il avait vu, malgré ce que les ufologues lui avaient dit. Bon, certes, peut-être était-il déçu, et on ne sait pas vraiment, mais c'est un sentiment qu'on a eu sans pouvoir le démontrer, qu'il était déçu qu'il n'y ait pas, qu'on ne lui donne pas une version extraordinaire immédiatement. Bien sûr, c'est excitant quand même. Mais l'entretien cognitif mené lors de cette enquête, aussi bien chez monsieur que chez madame, a donné le résultat escompté, c'est-à-dire avec des détails qu'on ne peut pas inventer lorsqu'il s'agit d'un Skytracer. L'histoire du balayage, l'endroit où il était, il l'a très bien mémorisé, à 1 degré près, c'est là où il y a le sky, la hauteur angulaire à 1 degré près, c'est là où il y a le sky, enfin des tas de choses comme ça. Il a très bien mémorisé, il a simplement pas reconnu l'objet de la maîtrise. Alors, on disait tout à l'heure que les témoins étaient en général des gens de bonne foi, mais en plus, je dirais que la plupart du temps aussi, ils sont, non seulement ils sont de bonne foi, mais ils restituent bien ce qu'ils ont observé. C'est ce qui a un effet derrière qui est malheureusement biaisé. Et les biais, c'est mal. Voilà, c'est ça. Non, oui, forcément. Donc c'est en vrai, les enquêteurs forcément haltent un moment un autre dans une boîte de nuit. Très bien, super. Comme dans toutes les séries. Oui, tout à fait. Mais bon, on n'a pas été invité à rentrer, malheureusement. C'est dommage. Est-ce qu'on a eu des questions sur ça? On n'a pas beaucoup de questions, vous êtes vraiment extrêmement clair, je crois. J'espère. Ou alors c'est trop prosaïque et du coup ça n'inspire pas les gens. Peut-être qu'on pourrait aller un petit peu plus loin dans les faux souvenirs, justement. Attendez, on a une question et puis on revient là-dessus. L'enquête de terrain, si le témoin dit avoir observé un phénomène du sol, l'accès aussi nécessite une procédure d'approche entre autres, dit petites traces. Ah oui. Utilisez-vous ce type de procédure? Alors, on demande, les gens voient des choses qui sont près du sol. Est-ce Oui. qu'il y a une procédure particulière pour aller voir les traces éventuelles pour essayer de trouver? S'il y a des traces, oui, bien sûr. Voilà. Évidemment, il ne faut pas les piétiner. C'est évident qu'on prend toutes les précautions possibles. Il y a un protocole pour ça. Naturellement, oui. Tout à Oui, fait. bien sûr. Tout à fait. Il y a un protocole pour ça qui est un peu qui est même très contraignant, mais voilà.
On a tout un protocole, bien sûr. On a un protocole, on a aussi du matériel pour ne pas souiller ou pour ne pas Même au piétiner niveau- les traces. Même au niveau de la prise d'échantillons, on a des Des flacons des qui petits sont- flacons stérilisés et autres. Mhm. On travaille avec des gants ou des choses comme ça. On a... D'accord, Les d'accord. traces, etc. Enfin, c'est de la logique pure, ça. Oui, ça va de soi. Puis il y a des moyens maintenant qui existent, qui n'existaient pas encore il y a encore quelques années, mais avec les appareils photo qu'on a, on peut prendre des photos en hauteur par rapport à la trace alléguée et puis sans toucher à la trace elle-même. Donc La première chose qu'on fait lorsqu'il y a une trace suspecte, c'est la figer sur carte avec un maximum de mesures pour que dans le temps on puisse la retrouver très facilement. Déjà, ça c'est la première chose. Donc on va pas, on n'y touche même pas. On balise et puis on n'y touche même pas. Ça c'est la première chose. Après, si on doit prendre des échantillons, bon, là on essaye de faire le plus rigoureusement possible. Et s'il le faut, on s'appuie même sur des laboratoires qui peuvent nous donner d'autres conseils. Parce que le but, évidemment, s'il y a une crise comme ça, c'est de faire analyser les échantillons pour voir s'il y a quelque chose. UFO-Science a un excellent protocole. là-dessus. Excellent protocole. Tout à fait. Bah, les gens du Fossion, s'ils nous regardent, on leur dit bonsoir. Bah, bonsoir. à Oui. UFO-Science. Ah oui. Oui, ils ont un très très bon Ah, protocole. une autre question. Attendez. Non, parce que là, apparemment, ça gueule énormément pour l'écho. Alors, on a un problème de son. Alors, Voilà. voilà. Est-ce que vous auriez un casque Pour nous. baissé con? Voilà. Ce serait peut-être l'idéal, le casque, Ouais. oui. Alors, nous, on va mettre un casque pour éviter qu'il y ait un problème d'écho. Ouais. On vous reprend dans 5 secondes. Une petite page de pub. C'est ça. D'ailleurs, si vous pouviez mettre un casque aussi, Voilà. Mettre un casque. ouais, ou un écouteur chacun, enfin. Un écouteur chacun, ouais, plutôt. Voilà. On peut pas, nous. On a ça. Là, été voir. Eh ben, on va regarder s'il y a des écouteurs quelque part. Dans ça. Laisse-moi regarder. On Voilà. va essayer Pendant de ce régler temps- ça d'abord, parce qu'apparemment ça nuit énormément à la. À la compréhension. Pendant ce temps, Mandax va faire des claquettes. Tiens. Et si on s'approche comme ça, est-ce que. Non, le problème en fait, c'est que du coup, quand Vled ou Mandax parle, on chope à la fois le micro et le retour qui vient de chez vous sur le live. Voilà, Ça fait un écho et c'est pas. C'est parce qu'on n'a pas le matériel qu'il faut. Voilà. Il faudrait qu'on puisse isoler le son qui vient et le son qui part. Mais on va y arriver. On va prendre un petit casque pour que Vlad il ait ça dans son oreille et puis que moi aussi j'ai ça dans mon oreille. Mais du coup, en attendant que Vlad revienne, est-ce qu'il y a des questions? Alors, là ça commence. Là apparemment c'est hypé par le fait de. Ouais, non, on va essayer de se démerder pour l'écho. D'accord, bon. Pour l'instant, le chat ne pense qu'à l'écho. Alors, comment financez-vous l'analyse des échantillons? Alors, on a une question sur, vous avez entendu? Sur comment est-ce qu'on peut financer, ou vous financez l'analyse des échantillons. Oui, de toute façon, si on doit analyser, ça sera forcément sur nos deniers déjà, parce qu'il n'y a pas de personne qui acceptera de le faire gratuitement. C'est sûr déjà. Et puis encore faut-il savoir ce que l'on cherche. Et après, il faut savoir ce qu'on cherche. Donc, Quels échantillons? Des échantillons de quoi? À ma connaissance, pour l'instant, on n'a pas eu d'échantillons de soucoupe volante. on met sur le terrain, sur une trace. Sur une trace, oui, on peut rechercher des... Qu'est-ce qu'on pourrait chercher à mesurer, quoi, c'est On n'a ça? pas eu besoin de faire d'analyse pour l'instant. Pour le moment. S'il y a des analyses à faire, effectivement, il faudra qu'on ne sera pas que nous deux en cause. On sollicitera des personnes qui ont certainement des compétences que nous n'avons Oui. pas, et pour faire des recherches, des analyses. Disons que je pense qu'avant de financer des analyses, il faudrait déjà avoir le faisceau de preuves au préalable qui montre que l'échantillon il est valable. Oui, D'accord. parce que là aussi c'est pareil, voir un objet proche du sol ou semblant être au sol et une trace, il faut déjà être sûr que la trace corresponde bien à l'objet qui est vu. Ça c'est pas toujours évident. On a un cas qui est
dans l'est de la France, où une lumière a été vue il y a quelques années de ça, je me souviens plus les années, mais il y a quelques années, et où l'enquêteur a trouvé une trace au sol. On avait un ami qui était sur place, qui s'est déplacé, qui a été voir, et puis heureusement qu'on n'a pas lancé un protocole d'analyse des traces, parce que la trace soi-disant de l'objet, c'était du Carex ovalis. Et le Carex ovalis, il a la propriété de s'effondrer sur lui-même quand il fait trop chaud. Et ça faisait une trace jaune, une trace grosso modo en cercle, quoi. Donc, c'est très facile de faire l'affiliation entre ce qu'on voit et la trace, mais le prouver, c'est déjà assez difficile. Et donc, du coup, tous les oui. jours, il y a des cas comme Trans-en-Provence, c'est ça que je veux dire. On a du mycélium annulaire aussi, c'est pareil, on va pas faire analyser une trace au sol alors qu'on voit très bien que c'est un champignon, par exemple. Bon, après, c'est vrai qu'il faut effectivement des éléments qui sont quand même assez solides pour qu'il y ait une analyse qui soit effectuée. Après, c'est pas un problème. Si vraiment on a quelque chose de tangible ou qui paraît très solide, un peu comme à l'époque paraissait solide l'affaire de Trans-en-Provence, oui, là, enfin, même toi, on est prêt à payer les analyses sans problème. Alors, ce cas-là, c'était quoi? Salon de Provence? Il se passait quoi? Je n'entends pas. Allô? Oui, ça y est, j'entends. Je demandais, à Salon de Provence, vous disiez qu'il y a vu des choses particulières, c'était quoi? Trans-en-Provence? À Salon, Oui, à Trans. À Trans-en-Provence. À Trans-en-Provence. Trans-en-Provence, c'est une affaire qui a eu lieu en janvier 1980. Témoin, M. Nicolai, Renato Nicolai, dit avoir vu un petit objet d'un mètre de diamètre environ, je ne me souviens plus trop de la taille, descendre au sol, s'arrêter au-dessus du sol et repartir. Et il y a eu une espèce de trace au sol qui était sous forme de deux arcs de cercle, non pas un cercle contrairement à ce qu'on dit de partout, mais bien deux arcs de cercle striés, un peu comme des ripages de pneus. Et à l'époque, c'était Velasco qui s'en est occupé du CNES, du GEPAN. Et ils ont trouvé une altération au niveau des végétaux. C'est le professeur Boundias qui a trouvé ça. Et c'est en janvier 81, oui, le 8 janvier 81. Et il a mis en évidence une altération des plantes, voilà. Et de là, les ufologues ont dit, vous voyez, on a enfin une preuve scientifique qu'à Trans, il s'est passé quelque chose. Alors, c'est vrai, à Trans, il s'est passé quelque chose, puisqu'on a cette trace-là. Mais de là, l'alléguer au phénomène qui est en suspension au-dessus du sol, déjà, c'est pas évident. Et puis ensuite, il y a d'autres explications possibles à cette trace. Et il y a des analyses qui auraient dû être faites, qui n'ont pas été faites malheureusement. On a simplement demandé à Bounias, est-ce qu'il y a une altération des plantes? Il a dit oui, il y a une altération des plantes. Alors, c'est ce qui est exceptionnel avec ce type d'idéologie. Les personnes qui sont partisans d'hypothèses extraterrestres vont partir du principe que c'est un ovni. Les personnes qui sont partisans de l'hypothèse des ondes vont partir du principe que c'est des ondes. Il y a quelque chose qui déconne, soit. Il ne faut pas nécessairement se jeter sur la première hypothèse qui nous tient à cœur. Absolument. Tout à fait, tout à fait. Là, dans le cas de Trans, par exemple, il suffit de savoir que si on met une planche sur des plantes, vous la laissez une journée au soleil et l'altération des plantes, vous l'avez. Bien sûr. Là, par exemple, je donne un exemple. Là, les traces à Trans, en deux arcs de cercle, je le répète, et non pas en cercle, montraient des similitudes avec des ripages de pneus. On sait que le témoin avait fait des travaux avec une bétonnière à cet endroit-là. Moi, quand j'y étais, j'ai retrouvé des boulettes de ciment, donc ça prouve bien qu'il avait fait ces travaux-là. Bon, on aurait peut-être dû aller chercher s'il n'y avait pas autre chose qu'une altération des plantes, c'est-à-dire peut-être, je sais pas, de la gomme ou des trucs comme ça. Ça n'a pas été fait là, ça Bien sûr. de là, évidemment, le rêve part. Hein. On s'est dit, là, il y a quelque chose. Et on se base simplement sur un fait qui est établi, c'est-à-dire qu'il y a une altération des plantes, mais ça s'arrête là. On n'a pas recherché si quelque chose d'autre pouvait produire la même chose. Mais on Ça, parle d'une plante. Glou. On essaye de confirmer. C'est-à-dire, si on a un phénomène observé, on essaye de le confirmer. Là, non. Ça n'a pas été fait non plus en double aveugle, par exemple. C'est dommage. D'accord. Mais en parlant de plantes, justement, bon, tout le monde connaît les crop circles. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes, bizarres, ou est-ce que vraiment tout est expliqué et il n'y a rien d'intéressant dans les crop circles?
Il y a des choses intéressantes dans les crop circles. Déjà, les gens qui vont les voir. Oui. C'est intéressant en soi. C'est joli. Après, pour les crop circles, Ah, il y a un livre. voilà, j'ai édité un petit ouvrage qui donne des principes, ce qu'on appelle les principes VK, pour savoir comment les crop circles sont faits. Et ces principes-là, ils sont vérifiables sur chacun des crop circles qu'on peut aller visiter, quelle que soit la période. Que ce soit cette année, l'année prochaine, vous prenez le bouquin, vous y allez, vous avez tous les principes, et vous allez voir si ça correspond ou pas. C'est à peu près le seul élément qu'on peut donner aux gens, s'ils veulent vraiment vérifier s'il y a quelque chose de tangible dans les crop circles. Donc c'est bien expliqué. Comment ? Ça c'est bien expliqué. Tout à fait. Il y a 8 principes. Principe de visibilité, principe de parcimonie, enfin, il y a 8 principes avec des exemples qu'on met dedans. Et puis voilà, après les gens ils prennent le bouquin. D'ailleurs, je crois qu'il est même en ligne. Il est en ligne sur le site du GEPAN, rapport VK. Donc les gens peuvent aller sur le site du GEPAN dans les documents annexes et ils vont trouver rapport VK. Et puis ils le prennent et puis ils le vérifient sur place. D'accord. Disponible en PDF, en e-book Ce rapport VK, son origine est due au fait que plusieurs enquêteurs ufologues avaient entendu parler dans les années, fin des années 80 et 90, donc de ces mystérieux agroglyphes, et que certains évoquaient donc la piste de vaisseaux extraterrestres pour expliquer leur création. Donc cette petite équipe s'est dit chouette, voilà quelque chose de concret, de tangible, puisque dans le phénomène OVNI, c'est quand même souvent des observations et sur lesquelles on enquête, mais a posteriori. Et là, voilà, il y avait quelque chose de physique, de tangible, qu'on pouvait toucher, qu'on pouvait étudier, qui pouvait s'étudier de la manière la plus scientifique possible. Donc ces gens, ils sont allés plusieurs années de suite, c'était dans le sud de l'Angleterre au départ. Et puis, donc, ils ont fait un certain nombre de constats qui ont prouvé la faisabilité humaine des crop circles. Et ils avaient également prévu donc une évolution beaucoup plus sophistiquée des agroglyphes. C'est l'autre nom pour crop circle. Et l'un des membres a rédigé donc ce rapport VK, mais a lui-même continué à étudier donc les crop circles. Il est allé dans des pays de l'Est, il est allé en France, etc. Il en a étudié des dizaines et des dizaines, et aucun jusqu'à ce jour, n'a pu démentir les principes du rapport VK. Alors, on a une question dans le chat. Ils ont dormi dans le crop circle, ils ont vu les animaux, ils gambadaient, ils n'ont pas trouvé plus de mouches mortes qu'ailleurs. Il n'y a pas eu plus de relevés de radioactivité dans les crop circles qu'à d'autres endroits. Il y a des légendes qui sont tombées grâce au rapport VK. Oui, alors on a une question dans le chat par rapport au crop circle. Quelqu'un prétend qu'il a lu que dans un certain crop circle, les plantes auraient subi des modifications biologiques. Ça, c'est l'information qui circule. On lit énormément de choses sur les crop circles. ne faut pas croire qu'on lit sur Internet. Non. C'est un petit truc là, à propos justement de ces histoires de nœuds. Il faut simplement savoir que la plante, enfin quand ceux qui font les crop circles vont dans les champs pour les réaliser, ils le font à période de maturation. Ils le font pas au moment où le blé commence à lever ou quand il est trop mûr, parce que sinon ça casse là et on verrait rien. Donc pour que le crop soit joli, au moins de loin, il faut le faire en période de maturation, là où le blé il est suffisamment élastique pour plier sans casser. Et évidemment, il va plier où? Au niveau du nœud. Et si pleut le nœud du nœud, il va avoir un traumatisme. Et donc l'eau va venir s'engorger dans ce nœud-là, et donc le nœud va légèrement gonfler. Tout simplement. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. On est loin de la mutation génétique. C'est un argument, si on ne va pas le vérifier, comme l'histoire des mouches mortes, c'est un argument, si on ne va pas les vérifier, ça fait partie du rêve, on donne du rêve, et puis voilà, on conforte les idées des gens qui ont pas la flemme, aussi la flemme d'aller chercher un peu plus loin. Et il y a une autre histoire qui est sortie sur les crop circles il y a quelque temps, c'est à propos de microbilles, ce qu'on appelle les MB, les microbilles. Alors qu'est-ce que c'est que la microbille? C'est ce qu'on appelait
par analogie, vous savez, les myrtilles qu'on trouvait Les blueberries. dans l'Antarctique ou autre, des micrométéorites, quoi. Oui. Et la légende l'a voulu, enfin l'affirmation au départ a voulu que dans les vrais crop circles, on trouvait la présence de microbilles. Il s'avère que c'est vrai, on trouve des microbilles dans les crop circles, mais on n'en trouve pas que dans les crop circles. On en trouve partout. Tout simplement parce que dans les années 20, dans les années 30, il faut savoir que les usines produisaient beaucoup d'acier, beaucoup de métaux, et produisaient donc de la pollution industrielle sous forme de microbilles. Cette microbille et ces scories étaient récupérées, on les mettait dans les champs. Et ça s'est fait dans toute l'Europe, pendant des années, par tonnes et par tonnes. Et ça, c'était répandu partout, au point qu'il suffit de prendre un aimant, tout le monde ici qui écoute peut le prendre, un simple aimant, vous le passez au-dessus d'un chemin dans la campagne, au-dessus d'une route, vous allez voir plein de limailles s'accrocher à l'aimant, vous les enlevez, vous les mettez dans une petite coupelle, vous prenez une loupe et vous regardez. Vous allez trouver plein de petites microbilles de couleur argentée, très jolies, très bien faites. C'est ça qu'on voit dans les crop circles. Alors le défi qu'on avait posé aux gens qui disaient, dans les vrais crop circles, il y a plein de microbilles, je leur disais, moi je vous défie de ne pas en trouver à côté. La ça, c'est d'observer quelque chose, c'est bien, mais de savoir si c'est spécifique au phénomène qu'on prétend expliquer, c'est autre chose. Et donc, comme vous dites, justement, c'est des microbilles partout, ça n'explique rien. C'est-à-dire que si une information, on a une information vérifiable, il faut la vérifier, mais il faut aussi voir si elle se regroupe quelque part ailleurs. Il ne faut pas simplement dire je la prends et puis ça y est, c'est fini. On a un ami qui s'appelle Eric Meillot qui a l'habitude de dire pour éviter l'intox, vérifier l'info. Donc, et puis de toute manière, comment de vérifier les informations, de les recouper, et puis voilà. Ça évite qu'après les gens se retrouvent bernés par des hypothèses complètement farfelues. Et puis comme on le rappelle assez souvent dans la Tronche-Chambier, une enquête bien réalisée, c'est avant tout une enquête dans laquelle on ne cherche pas à vérifier si on a raison, dans laquelle on cherche à vérifier si on n'a pas tort. Et donc il faut vérifier tous les paramètres qui sont à côté de ce qu'on veut analyser. Donc voilà, donc effectivement, regardez si les phénomènes qu'on est heureux d'observer dans cet endroit-là ne se retrouvent pas ailleurs, effectivement. C'est la bonne méthode. C'est vrai que le rêve, c'est bien, c'est confortable. Bien sûr. Ça empêche de réfléchir, parfois c'est merveilleux. Mais bon, la réalité, sur le terrain, elle demande d'autres exigences. Je dis, on peut avoir une idée sur quelque chose, mais quand on enquête, il faut faire à charge et à décharge. Voilà. Si, là, théoriquement, sur Skype, ils vous entendent toujours. Alors, est-ce que vous nous entendez toujours ? Non. Ça coupe. Alors, est-ce que là, vous entendez ? Nous, on vous entend parfaitement, en tout cas. D'accord. Est-ce que vous nous entendiez avant ? Oui. Parfaitement. Alors. Un instant. Nous allons faire un petit test. Les gens dans le chat, si vous entendez ce que je vous dis, écrivez le mot facochère. Je répète, facochère. Avec un S ou sans S ? Vous coupez ça, et c'est bon. Voilà. Tout ce qu'on entend, en fait, c'est le retour qu'il y a chez les autres. Comme ça évite qu'il y ait un écho dégueulasse. Alors, nous avons du facochère, parfait. Alors là, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on va éviter le problème d'écho, parce que là, tout ce qu'ils entendent, c'est ce que vous avez chez vous. Messieurs et mesdames, Patrice et Francine, enquêteurs du terrain. Ça vient de chez nous. Facochère, tout à fait. Non, mais il y a un délai. Alors juste, on en était, donc on a parlé de l'entretien cognitif, on a parlé des crop circles, et on ne peut pas parler d'ufologie ou d'enquête sur les ovnis sans évoquer le cas le plus connu qui est le cas Roswell. Oui. Donc Francine nous avait promis de nous présenter un petit résumé en gros de l'affaire pour que on sache exactement où on en est de l'affaire Roswell. Nous on y a déjà eu droit et c'est vachement sympa. Est-ce qu'on parle de ça maintenant ? Tu essaies de t'approcher ? Alors donc, de parler lentement. Pour la France, la révélation du cas Roswell pour le grand public, c'est essentiellement à partir de 1995, parce que TF1 présente donc un film de l'autopsie d'un prétendu cadavre d'extraterrestre.
suite à un crash survenu donc, aux environs de Roswell. Et c'était connu des ufologues, c'était connu du public en général, mais de façon un peu vague. Et ce film est venu conforter donc l'hypothèse qu'il y avait bien eu un crash et récupération d'humanoïdes après le crash. Ce film, il a fortement impressionné de nombreux téléspectateurs, d'autant qu'une caution de crédibilité avait été donnée par divers spécialistes, et ça c'est important, dont un chirurgien, un expert judiciaire en odontologie et légale et anthropologie médico-légale, ainsi que par un spécialiste des effets spéciaux. Donc toutes ces personnes-là avaient fait consensus pour dire qu'ils n'avaient pas vu d'anomalie et que ça pouvait effectivement bien être une véritable autopsie d'un corps non humain. Les investigations de Jacques Pradel, qui était animateur donc, de cette émission, il était très populaire à la radio et à la télévision, et il avait été lui-même doté du prix Roland d'Orgelès en catégorie radio, et c'est quand même un prix extrêmement important. Il avait beaucoup œuvré auparavant dans le paranormal et les ovnis en faisaient partie. Et cette apparence de sérieux de l'affaire Roswell et de cette autopsie en particulier avait été aussi cautionnée par la présentation faite par Jacques Pradel. Et il était lui persuadé, Jacques Pradel apparemment, de la réalité de cette autopsie. Hein. Ça lui a d'ailleurs, je pense, coûté quelques années de traversée du désert. Et moi, je me souviens encore de quelques commentaires comme quoi certaines images de cette autopsie ne pouvaient être montrées car elles risquaient de choquer. Alors vous imaginez, déjà ce qu'on voyait était assez perturbant, d'autant que ça pouvait provoquer un certain sentiment de malaise parce que c'était un petit corps imberbe comme celui d'un enfant avec un ventre gonflé. Vous savez, ça faisait vraiment un pauvre enfant, ça donnait un sentiment de malaise. Et il y en a beaucoup qui en ont parlé à ce moment-là. Et c'était livré donc au scalpel d'hommes à l'apparence de médecins légistes. Le tout se passait dans un environnement vraiment minimaliste, mais cohérent avec l'époque. Les peu d'éléments qu'il y avait, et je me souviens encore des interrogations que beaucoup de téléspectateurs s'étaient posées par rapport à un téléphone mural et son cordon, pour savoir si à l'époque il y avait déjà des cordons tortillons et si ce n'était pas des cordons lisses qu'il y avait. Donc les gens essayaient quand même de trouver des choses qui n'allaient pas. Malheureusement, tout était tellement bien fait que tout le monde Il y avait une forme de dû scepticisme. pratiquement se résoudre à ce qu'il y ait bien eu sorti Donc le cordon de téléphone était une preuve que c'était bien la bonne époque. Ah ouais. Et pourtant, en 2007... C'est pas une preuve que ça ne l'était pas, en tout cas. En 2007, la Warner Bros. Sort un reportage qui décrit donc l'histoire de la fausse autopsie. Et là, elle annonce tout de suite clairement le problème. Et donc parle des effets spéciaux qui auraient été créés par un certain John Humphreys, qui avait 12 ans plus tôt fabriqué des créatures en latex, remplies d'organes de moutons. Et c'est un truquiste de cinéma français qui a rencontré Humphreys et qui a confirmé donc que c'était bien lui qui avait fabriqué ce petit corps. Quoi. Incroyable. Et on peut trouver ça sur le site du GEPI, c'est une association d'ufologues, c'est GEEPI. 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 Celui qui veut le film, je l'ai, je peux lui en faire une copie sans problème. Donc ça veut dire, c'est en clair, que la vidéo 1, on sait qu'elle est fausse, mais surtout Oui. on sait qui a fait le faux E.T. et comment. Oui, Oui, absolument. Oui. Mais ça, Oui. personne ne le sait. Oui. Ah bah, En fait. tout le monde le sait, tous ceux qui ont continué à s'intéresser à cette affaire. Ben oui. Mais Parce c'est pas que sexy pour le quelquefois, grand vous public. savez, c'est comme les drames, malheureusement, les drames actuels qui peuvent se produire comme un crash d'avion. Ça va faire le buzz pendant un certain temps et puis ça va se dilater dans la mémoire des gens. Et puis un clou chasse l'autre et puis il y a des choses qui se perdent. Mais par contre, l'affaire de Roswell en elle-même, si on fait abstraction de cette fausse autopsie, reste encore dans la mémoire collective du grand public en général et des ufologues en particulier, comme quelque chose
est à discuter, qui est encore à discuter. Alors qu'en réalité, c'est fini cette histoire. Gilles Fernandez, dans son livre Rencontre du premier mythe, a recontextualisé toute l'affaire, a retrouvé un certain nombre de choses, les a mises en parallèle, et tout est expliqué dans cet excellent livre. J'espère qu'il y aura, parce qu'il a retrouvé après la sortie de ce livre encore d'autres éléments qui ont confirmé que tout ça n'était qu'en fait au départ un ballon mogul qui avait été lancé et qui n'avait pas fonctionné comme il faut. Mais tout est prouvé dans ce livre, hypothèse, dans cette rencontre du premier mythe. Donc, livre de Gilles Fernandez, qui a un excellent blog d'ailleurs, qu'il faut aller consulter de temps en temps parce qu'il est souvent mis à jour. D'accord. Du coup, ça veut dire que dans Roswell, c'était un ballon, comment vous dites, un ballon sombre. Ballon mogul. Je crois que Gilles est sur le chat. S'il peut mettre le lien sur son ouvrage parce qu'il est en ligne, ça serait pas mal pour les gens. Ah d'accord, Super. c'est le monsieur qui est en ligne. Oui, je vais le faire. Gilles, je sais pas s'il nous entend, mais ça serait bon ça. Alors, Je crois qu'il l'a mis. le lien va être reposté par notre propre compte pour qu'il soit cliquable. Et parce puis qu'actuellement, on le mettra dans la description de la vidéo pour le replay, bien sûr. Voilà. Mais ça c'est intéressant parce que bon, nous on est des sceptiques, on s'intéresse à plein de choses, mais du coup on n'est pas au courant quand les thèses un peu farfelues sont vraiment démontrées fausses. Parce que les gens qui en parlent sont tellement ceux qui veulent y croire que l'information finale sur le cas résolu, on ne l'a jamais. Elle existe, mais il faut aller la chercher. Voilà. Elle existe et en plus elle est noyée. Parce que dans l'affaire Roswell, par exemple, le gars qui a vendu le film à Padel, Santilli, donc en 95, donc Santilli lui-même, le producteur, avait déjà avoué le canular en 2006. C'était dans un documentaire britannique de la chaîne Sky One TV. Et par contre, dans ce canular, il indique qu'il a fait ce canular. Si je me souviens bien, il indiquait. Attends, c'est comment ça il avait fait le film. Alors, parce qu'il avait assisté au vrai, mais qu'il ne voulait pas monter le vrai, donc il a fait un faux film pour pas choquer les gens. Pour accréditer. Voilà, le vrai. Il dit en fait que le vrai était tellement dégradé qu'il n'était pas Voilà, c'est ça. montrable, publiable. Donc il dit, Santilli, qu'il a refait un film qui était à l'identique, et même que dans ce film, il y a même des images du film authentique, mais il ne se souvient plus lesquelles. C'est embêtant. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où l'auteur est pris à son propre piège, il cherche toujours un échappatoire. Toujours un échappatoire. Alors ça noie l'information véritable, ça la noie dans un fatras comme ça, et il faut encore une fois creuser. D'ailleurs, en parallèle, il faut savoir que ce genre de choses, qu'il n'est pas rare que les auteurs de faux, vous savez, quand ils reconnaissent leur fabrication, pondèrent souvent leur aveu. C'est systématique. Il suffit de se référer à l'exemple récent de la photo dite de Petit Rochin, de Belgique, qui montre un triangle lors de la vague belge. Je ne sais pas si les gens voient un peu cette photo, c'est la plus connue. Et ça a suivi peu à peu le même chemin que Roswell, d'ailleurs, que le film de Roswell. C'est-à-dire qu'on retrouve une caution scientifique, comme à Roswell, comme dans le cas de Petit Rochin. Avec déduction du scientifique, oui. d'un système de propulsion de l'OVNI à partir de la photo qui est elle-même un fait. Extraordinaire. Donc la promotion de la preuve par les ufologues exoticiens, évidemment. On accepte donc cela dans le grand public. Bon, c'est un scientifique, donc il ne peut pas se tromper. Même s'il y a l'aveu par le haut les auteurs, il y a la pondération. Alors, et notamment l'excuse, c'est de dire ce n'est pas parce que moi j'ai fait un faux que le phénomène ovni et les extraterrestres n'existent pas. Donc je pense que à ce stade, il est quand même indispensable de noter que pour la communauté, disons sceptique, qui s'intéresse aux ovnis, l'affiliation ovni extraterrestre n'est pas faite finalement. Nous on la fait pas, on dissocie bien les deux. Seuls les ufologues tenants-croyants ou exoticiens, comme on le dit aujourd'hui, font cette filiation et la propagent.
C'est du pain béni pour eux, ce genre de choses. Alors, évidemment, je précise de suite, avant qu'on voit les questions fleurir sur le chat, on ne nie pas que la vie extraterrestre puisse exister ou quoi. Hein, on dit simplement qu'il n'y a pas de preuve que ce que décrivent les gens, que les vaisseaux spatiaux d'origine alien viennent nous visiter tous les jours. Nous, on dit qu'il y a des phénomènes qui se passent, on ne sait pas ce que c'est, et que l'hypothèse extraterrestre, c'est autre chose. Voilà. Mais oui, évidemment. Mais alors, du coup, est-ce qu'on sait, parce que bon, d'une part, il y a une économie parallèle qui fait que les bouquins des exoticiens se vendent très bien. Bien sûr, puis Donc, en France, on s'en rend pas compte, mais il y a aux États-Unis des congrès et des conventions d'UFO qui sont exceptionnels et qui engendrent une masse de mouvements, c'est incroyable. Donc il y a eu toute une économie qui se fait autour de ça, donc ça c'est une raison, mais est-ce que, à côté de ça, parce que ça peut pas être la seule explication, est-ce que vous avez des pistes d'explication sur pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens qui veulent y croire ou qui y croient sur la base de preuves dont vous montrez qu'en fait on a les preuves inverses. Sur Roswell par exemple, il n'y a plus moyen d'y croire pour de vrai puisqu'on a la réponse. Comment on explique que les gens y croient quand même ? Je pense que ce que j'ai lu de mieux en la matière est ce qu'a écrit Gérald de Bronner dans La démocratie des crédules. Je l'ai pas encore lu celui-ci. Évidemment. C'est un livre qui est vraiment à lire parce qu'il donne beaucoup d'explications sur justement ces phénomènes de... Ils les ont tous, ces livres. Et tous à portée de main, c'est qui nous incroyable. sont communes, mais ces mythes aussi, avec ces éléments fondateurs, comme dans l'ufologie, l'observation de Kenneth Arnold a été un des mythes fondateurs. Gérald Bronner explique très bien ces mécanismes de la croyance. Je crois il faudrait que tout le monde, tous les gens qui s'intéressent donc à l'ufologie, au paranormal et à la pensée critique éventuellement, lisent ce livre parce que il y a tous les mécanismes dans ce livre qui sont décrits, quoi. En outre, bon, c'est vrai que les gens ont besoin de merveilleux, ont besoin de rêves. On est en plus dans une société qui est chaotique, qui est difficile, où l'avenir est un peu incertain. Donc, le rêve fait partie de l'homme, c'est vrai, et c'est plus confortable de se dire, ben voilà, on va essayer de se sortir et on va essayer de puiser dans des récits, que ce soit en ufologie ou en crop circle, quelquefois aussi pour se donner une espèce d'importance, un ego, des tas de choses comme ça, ou tout simplement pour combler une lacune qu'on a. Faut le dire comme c'est. Il y a des gens qui plongent là-dedans parce que ils ont pas ce réflexe. C'est pas une critique, hein, c'est pas un constat condamnable non plus. Il y a des gens qui sont comme ça, ils sont comme ça. Mais il y a des gens qui n'ont pas ce réflexe d'aller chercher le contreton, tout simplement le contreton. On lit le merveilleux, on le prend pour soi et on se dit je savais que, je raccourcis, hein, je savais que les extraterrestres existaient parce qu'il a vu 3-4 cas d'OVNI et ça y est, je savais que les extraterrestres existaient. Je l'ai vu sur le net, ça. Ça fait partie de la crédulité humaine. Et, Internet accentue ça en plus. Voilà, quoi. Alors, justement, à partir de là, quels sont vos conseils à vous ? Et maintenant, ce soir, je vais dehors, je vois un truc bizarre dans le ciel. Quelles sont les questions que je dois me poser ? Et puis, si jamais j'y réponds pas, vers qui est-ce qu'il faut que je me tourne ? Alors déjà, il faut tout consigner de suite par écrit, sans oublier de marquer l'endroit précis où on se trouve, la date, l'heure, parce que après c'est des choses qui peuvent s'oublier très facilement. Il faut faire un croquis de ce qui a été observé dans son contexte. Par exemple, si le phénomène se trouvait devant des arbres, entre des immeubles, etc. Si les enregistrements ont été effectués comme des vidéos ou des photos, il faut les sauvegarder, surtout sans les modifier. Et même si rien ne semble apparaître en première lecture. Ensuite, il faut éventuellement, c'est un conseil que vraiment je donne, qui est important à mon sens, c'est de se rendre sur le site du GEPAN et de lire la rubrique « Qu'ai-je vu ?»
La rubrique Qu'ai-je vu du GEPAN permet d'avoir quelques exemples des méprises qui peuvent être occasionnées par des objets très prosaïques. Alors, il n'y a pas que les lanternes célestes. Je voudrais vous parler de la Lune aussi. Et donc, je vais faire une digression d'ailleurs sur la Lune parce que C'est très très poétique comme ça. Je voudrais vous parler de la Lune. parle de la Lune. Ah. toutes les associations ufologiques ne sont pas du même niveau. Il y en a une qui a édité un document après travaux qui s'appelle le document Saros. Et c'est sur le site du CNEGU, c'est le comité nord-est des groupements ufologiques, et qui explique très bien donc, certaines méprises avec la Lune. On a eu des cas de poursuite, des gens qui étaient affolés parce qu'ils étaient poursuivis par les ovnis, et en fait, il ne s'agissait que de la Lune. Hein. Et quand on le dit comme ça, certaines personnes nous disent « mais vous dénigrez les témoins, vous les prenez pour des idiots, etc. » Pas du tout, pas du tout. La Lune observée dans certaines circonstances particulières, que ce soit extérieur ou intérieur, ou parfois les deux. Ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un peut être fatigué une nuit et rouler de nuit dans une forêt quand il y a plus, par exemple, beaucoup de végétation, avec cet objet brillant qui apparaît, disparaît au fur et à mesure de la route entre les arbres, et qui semble suivre le véhicule, qui ralentit. Le doubler, traverser une route. Voilà, qui ralentit quand le véhicule ralentit, enfin, qui semble ralentir quand le véhicule ralentit, qui s'arrête quand le véhicule s'arrête, etc., a provoqué certaines méprises et certains affolements. Et ce document Saros explique très bien cela, mais en plus, il permet de retrouver les mêmes conditions 18 ans et quelques mois plus tard, et de pouvoir refaire donc le trajet, ce qu'a vu le témoin exactement de la même manière, au même endroit et à la même heure. Et on a quelqu'un actuellement qui le fait après le Saros édité par le CNEGU, et de nombreuses vérifications qui ont été faites. Il y a quelqu'un d'autre qui est un astronome amateur, mais amateur éclairé, qui le fait actuellement, qui s'appelle Thibaut Alexandre, qui refait des vérifications comme ça. Il liste donc tous les cas susceptibles d'avoir été causés par une méprise lune, et il recalcule donc précisément la date et l'heure à laquelle la Lune va se trouver au même endroit. Alors, que ce soit par le Saros ou par le cycle du Méton. Alors, ce qui est extraordinaire avec le travail de Thibaut Alexandre, c'est qu'il donne l'information, donc en lecture à tous, et l'ufologue qui doute qu'on puisse se tromper avec la Lune, ou qui veut vérifier l'information, ben, il n'a qu'à prendre ses données, et puis il vérifie par lui-même. C'est ça qui est extraordinaire avec le Saros et le cycle du Méton. Alors, arrêtez-moi si je me trompe, mais ça nous amène à une petite chose qu'on entend souvent de la part des exoticiens, de dire oui, mais vous les sceptiques, vous foutez de la, enfin, je vais dire le mot, vous foutez de la gueule des témoins. Voilà. Il y a plusieurs choses à savoir. Ou on donne l'information, ou alors on la donne pas. Je m'explique. Vous avez un cas où le témoin voit quelque chose, on a un doute sur la sincérité du témoin, pour X raisons, on ne va pas rentrer dans les détails, et puis il dit, voilà, hier soir j'étais dehors, j'ai vu une masse sombre passer, voilà. Et je le raccourcis, mais c'est une histoire qui m'est arrivée. La femme du témoin me prend à part, elle me dit, vous savez, en ce moment il a des hallucinations. Évidemment, je dis, mais pourquoi il aurait des hallucinations? Elle me dit, il prend un certain traitement, je ne peux pas trop vous dire lequel, mais il prend un certain traitement, et bon, bah, il a un peu des hallucinations. Des fois, il voit un chat passer qu'il n'y a pas de chat, il me dit, tiens, il y a quelqu'un qui vient de traverser la maison, il n'y a personne. Puis là, bah, il m'a dit qu'il avait vu ce truc passer dans le ciel. Là. Je raccourcis un peu plus, parce que ça ouais, c'est gênant. Et la femme finit par me dire, bah voilà, il a eu une opération un peu, comme tous les hommes peuvent avoir, quoi, un peu délicate, même si c'est en grand danger, notamment, je vais citer la prostate.
Il a eu des problèmes d'érection, il a pris un peu trop de Viagra et je lui dis, prends pas trop de Viagra, le médecin t'a dit que c'était pas bon pour tes yeux et pour ta tête. Et effectivement, le Viagra, si vous en prenez trop, bah, ça provoque quelques petites hallucinations. Mon Dieu, Alors, ça je ne rend veux pas dire sourd, mais par là- ravi. je veux dire par là que le témoin n'a rien vu et que c'est le Viagra qui a provoqué ça, mais c'est une piste. Alors, de deux choses l'une, ou je donne l'information à ceux qui me contredisent et je dis oui, mais attendez, vous prenez du Viagra et puis ça provoque ça, et on va me dire vous cherchez à dénigrer le témoin et vous cherchez à l'attaquer sur son traitement médical, ou alors je la tais et on va me dire oui, mais alors vous ne livrez pas l'information qu'il faut pour qu'on puisse comprendre. Donc l'attitude est très très difficile des fois face à certaines personnes. C'est le cas, par exemple, et j'en terminerai là, le cas de Thésée en 1972, où pendant 5 heures, un ovni est resté au-dessus de la communauté de Thésée, d'après un enquêteur de Lumière de la Nuit de l'époque. 5 heures, c'est énorme, c'est énorme. 4 témoins qui voient pendant 5 heures un objet stationné au-dessus d'une maison, c'est quelque chose d'absolument faramineux. La communauté de Thésée, il y a énormément de monde, hein, des jeunes et autres, il n'y a que 4 témoins. Il a fallu qu'on fasse une contre-enquête avec Francine et Thierry Pavilic, qu'on aille sur les lieux, qu'on rencontre un des personnages importants de cette affaire, pour se rendre compte que si ça a duré 5 heures, ça a effectivement duré 5 heures, mais par épisode. C'est-à-dire qu'on voit une lumière, qu'on en voit une autre, mais avec un temps qui s'espace. Et l'enquêteur de l'époque a tout reconstitué et a fait un engin énorme, avec tous les petits paramètres, les petites lumières, les petits clignotants rouges, sur l'engin. Alors évidemment, on voit ça, on se dit, bah, ce cas-là, on ne peut pas l'expliquer. Quand on va sur les lieux et qu'on a ces informations-là, on se dit, oui, là, ça change la donne déjà. C'est plus une observation continue de 5 heures, c'est des petites brides. Après, on apprend que les témoins, bah, évidemment, au bout de 5 heures, ils sont fatigués, hein, à jouer de la guitare, à chanter, à draguer un peu, ils sont fatigués. Et on avait une petite explication en tête, et on a été à l'endroit supposé où était l'engin, et on a appris que dans cette maison-là, il y avait des fêtes, que le gars, il avait des projecteurs de DCA à la pelle, des lumières de toutes les couleurs à la pelle, et qui s'amusait, et je l'emploie le terme, pour emmerder la communauté de Thésée, à les allumer de temps à autre, et il disait, des ovnis, vous allez en voir. Non, des apparitions, Des apparitions, vous allez en voir. Vous allez en voir. D'accord. Pas gentil. Donc, alors, Troll. bien évidemment, lorsque j'ai donné ceci, je l'ai publié dans des dossiers de SO. Le dossier de SO, c'est de Septicomnie, c'est le petit opuscule, on en parlera plus tard peut-être si on a le temps. C'est pas très important. Quand j'ai donné cet élément-là, on a un grand ufologue qui me dit bah, ça m'intéresse, je fais une émission au Canada, j'aimerais avoir vos informations. Je dis pas de problème, je vous les donne. Je lui envoie. Et il me dit oui, mais vous ne dites pas pourquoi le gars qui a allumé ses projecteurs ne veut pas témoigner. Je dis mais je ne peux pas vous le dire. Je peux pas vous le dire, comme je ne peux pas le dire ici, parce que c'est tellement délicat qu'il y a encore de la famille que je ne peux pas le dire. Donc on me le reproche, mais si je le lis, on va me dire, là vous livrez une information et vous mettez la famille à mal. C'est très délicat des fois, très délicat. Voilà. Alors donc si je résume, il faut surtout pas prendre de Viagra quand on regarde la Lune. C'est ça, non Excellent. Et Excellent. en tout cas, il faut faire attention. Enfin, les explications les plus prosaïques qui ont l'air comme ça, on dit oh je passe pour un crétin, mais en fait on a tous des hallucinations. Oh, Et oui, j'invite bien les sûr. gens à se renseigner sur ce que c'est qu'une pareidolie. Ce Oui. que c'est qu'une Exactement. mince, l'autre mot. Ah bah j'ai oublié. Bon, mais j'ai écrit un article dessus. Qui signifie que... La pareidolie est un cas spécial de. Bref, enfin les moments où le cerveau confond le bruit avec du signal. Ça nous arrive tout le temps. Oui, bien sûr. Et du coup, quand on interprète ça un peu trop, bah forcément, bah on arrive avec une explication. Et en général, les gens qui voient des ovnis, c'est des gens qui cherchent les ovnis. Parce que les autres, ils voient la Vierge. Oui, bien sûr. Donc il y a C'est ce que aussi, je disais il y a tout à tout le l'heure. présupposé qui est avant. Les gens voient des choses qu'ils s'attendent à voir. Les sceptiques ne voient pas Il y a ça, comme oui. voient les croyants. Si. Il y a ça, mais encore une fois, et j'insiste, quand les gens voient quelque chose qu'ils ne reconnaissent pas, c'est en toute bonne foi. Hein. Bien sûr. J'insiste là-dessus parce qu'on nous a souvent dit vous faites de la gueule des témoins et tout. Non. Les gens observent quelque chose, ils ne le reconnaissent pas et c'est en toute bonne foi. J'insiste bien. Je pense qu'on se fout beaucoup moins de la tête des témoins
en trouvant une explication prosaïque et étayée, hein, bien sûr. Hein, on ne va pas forcer non plus les explications, hein, c'est pas la question. Que de leur raconter qu'un ovni s'est perdu dans le ciel et puis qu'il se calque sur le GPS de la voiture. Hein. Ouais. Je pense que ça, c'est de la vraie moquerie. Là, par exemple, je me souviens de cas récurrents, il y a 5 ans, 6 ans, dans le sud-est de la France, où des gens filmaient et voyaient des lumières qui passaient dans le ciel, plusieurs groupes de lumières, et là, ça fait partie des choses où des fois j'allais dire, on a l'idée qu'on peut pas démontrer sur le moment, mais on a l'idée. Et je dis à ma compagne, je dis c'est marrant, cette petite vidéo, ça me fait penser à des avions en manœuvre de nuit. Tout simplement. Et on a recherché et on a trouvé que là-bas, il y avait la patrouille de France. Et sur leur site, ils disaient il n'y a pas de vol de nuit. Puis je disais c'est quand même bizarre parce que ça ressemble quand même à un vol de patrouille de nuit. De la patrouille de France, un vol de nuit de la patrouille de France. Quand j'ai soumis l'hypothèse, on a dit mais de toute façon, votre hypothèse, c'est la plus ridicule de toutes. Bien sûr. Moi, comme je suis un peu testard, je dis avant de laisser tomber, je vais aller jusqu'au bout. Je réécris à la patrouille de France et je leur dis mais est-ce que de temps à autre, notamment à telle date ou telle date, vous faites des vols de nuit pour X raisons? Il me dit oui, mais c'est pas notre vocation de voler de nuit, mais on fait des vols de nuit, c'est pour le baptême de promotion. Et on a démontré, et chaque année maintenant c'est le cas, que la patrouille de France fait des vols de nuit et que l'hypothèse n'est pas la plus ridicule. Voilà. Donc, cas résolu. Et ça, c'est donc une information qui ne circule pas sur le net. Parce que aujourd'hui, les tenants-croyants, les exoticiens disent bon, ok, il y a des méprises avec la Lune, donc c'est déjà un premier pas, ils le reconnaissent. Avec Vénus, ils le reconnaissent aussi. Avec d'autres objets, tant mieux. Ce n'était pas le cas il y a encore 20 ans. La patrouille de France, ils le reconnaissent aujourd'hui. Mais de dire les sceptiques nous avaient dit qu'il y avait cette piste-là, on va les vérifier, non, jamais. Mais heureusement, l'information passe quand même, tout doucement, tout doucement. Heureusement. Bien sûr. Donc pour en revenir à votre question, puisque Oui, là on a fait je suis digression. partie dans une digression, On a ouvert plein de tiroirs. C'était on cool. est parti loin, n'est-ce pas? On a ouvert le tiroir de la Lune et du Viagra. Maintenant, on va recevoir des bonnes pratiques du sceptique. Que faire en cas d'observation? On peut aussi, en cas d'observation, à titre personnel, donc utiliser des logiciels d'astronomie là, pour voir si ce qui a été observé ne serait par exemple pas un astre quelconque, planète ou étoile. Et je me permets de conseiller Stellarium, STE2LARIUM, qui est un logiciel gratuit qui est à télécharger et qui est assez simple d'utilisation. Après, il y a des logiciels aussi pour repérer les satellites. Le plus généraliste est Events Above, HEAVENS-ABOVE.com et CallSky, s.com. Toutes les infos seront dans la description. Vous nous enverrez tout ça Nous les et répéterons. on donnera tout ça aux gens. Vous avez bien travaillé, dis donc, c'est bien là tout de suite. Ouais, ça fait plaisir. Voilà, et puis il y a aussi, bien sûr, il y a d'autres aussi pour le passage Des avions comme Flyradar, par exemple. Ouais, c'est un site qui permet de visualiser les avions qui passent dans le ciel. Donc, par exemple, vous êtes devant votre pas-de-porte et puis que vous voyez quelque chose qui passe dans le ciel, vous pouvez vous connecter rapidement sur Flightradar et voir si ça correspond à un passage d'avion, par exemple. Maintenant, si vous ne pouvez pas, enfin, si l'observateur ne peut pas effectuer toutes ces vérifications, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de s'adresser au GEPAN. C'est vraiment Ou à la gendarmerie. Ou à la gendarmerie, parce que le GEPAN, normalement, prend les observations à partir du moment où il y a eu déjà, un préalable, un signalement à la gendarmerie. Quoique quelques exceptions peuvent être faites selon ce que j'en sais. Quant aux associations ufologiques, aux ufologues, aux forums et sites dédiés au phénomène OVNI, tous ne sont pas au même niveau en matière d'investigation. À beaucoup d'endroits, il est rajouté du mystère au mystère, et notamment par des hypothèses dignes de la science-fiction, au lieu de s'en tenir à une étude neutre des éléments à apporter. Donc, c'est plus sexy. Je ne peux pas conseiller soit l'un, soit l'autre.
Il y a même une certaine mouvance ufologique qui refuse l'approche pragmatique, estimant que cette approche est complètement dépassée et que seules les hypothèses osées, je dis bien osées, hein, c'est leur mot, permettront de s'approcher de la réalité du phénomène OVNI. C'est ainsi que lors de mini-événements locaux récurrents organisés en général dans des restaurants, on entend parler de la captation des âmes par les extraterrestres, du nombre de races extraterrestres et de leur guerre entre eux, hein, mais dans notre atmosphère quand même, ou d'abduction et autres expériences douloureuses. Je trouve. Le Kashtar Sheran, Oui, par Entre autres. exemple. Oui, Entre autres. le grand commandeur de la flotte intergalactique. Le grand copain Ashtar Sheran. Bien sûr. D'ailleurs, il est là et il est à côté. Excusez-moi. On parle de vous, maître. Dites pas ça, ils vont vous croire. Alors, Malheureux. voilà. Bien, tiens, Mandax me réclame le micro. Non mais oui. Alors du coup, parce que donc nous en fait, Patrice et Francine, nous on vous a rencontrés en vrai une fois sur Nancy il y a quelques mois et vous nous avez raconté un peu ce que c'était que la vie d'enquêteur. Et donc il y a un truc dont on n'a pas parlé, qui est un peu les conséquences de ce que vous faites. Ah oui, Savoir que vous êtes enquêteur, vous bien allez sûr. évidemment remettre en cause parce que les gens croient. Et quand on remet en cause ce que les gens croient, eh ben, ça les met parfois de mauvaise humeur. Et fatalement, ce que vous faites, non seulement personne ne vous paye pour le faire, mais en plus vous payez un prix. D'ailleurs ça, Oui. juste en 2 mots, en 2 minutes, voilà, que les gens comprennent un peu pourquoi il y a peut-être beaucoup moins d'enquêteurs qu'il ne devrait y en avoir. Et pourquoi c'est important? Oui, bien sûr. Mais juste une petite correction par rapport à ce que tu viens de dire. En principe, quand on donne l'explication aux gens qu'on leur démontre, en grande partie, ils l'acceptent. Ce sont les Hein, ufologues qui c'est les ufologues qui n'acceptent pas. Lui, le témoin, Oui. bon gré, bon mal gré, hein, mais grosso modo, il finit par accepter parce que bon, on lui en fait la démonstration quand même. Si on peut pas, on peut pas, mais sinon on lui en fait la démonstration. J'ai rarement, ça m'est arrivé peut-être 2 ou 3 fois, des témoins qui me disaient vous vous foutez de moi, mais en principe, le témoin lui-même, on finit Oui, par donc, accepter. c'est pas le témoin, c'est plus pleurer. les gens. Et quelquefois même, il y en a qui sont rassurés d'ailleurs. Donc le problème, c'est pas tellement le témoin, c'est plus les gens autour Ce qui sont vendent les des ufologues. bouquins, qui ont des théories, etc. Ce sont surtout les ufologues. De toute façon, le grand mal en ufologie, je suis désolé de le dire, depuis les années 50, 40 et 50 jusqu'à très peu, le grand mal, ce sont les ufologues. C'est eux qui ont fait toute la mauvaise publicité à l'ufologie, alors qu'à mon avis, elle méritait beaucoup mieux. À mon avis, elle méritait C'est vrai que beaucoup mieux. quand on dit Quelle que soit, ufologue, quelle que soit la solution du problème, hein. Mais rien que dans les sciences humaines, déjà, il y avait beaucoup de choses à faire et on a perdu beaucoup de temps. Justement, c'est bien ça. C'est un sujet qui mérite un intérêt, mais vraiment particulier, parce que si le phénomène OVNI est un mythe, C'est extraordinaire. on vit une époque formidable. on vit le mythe. On vit le mythe, on y participe d'une certaine manière, mais on y participe. Donc c'est quelque chose de fantastique. Après, effectivement, on touche à des domaines extrêmement divers, mais surtout dans les sciences sociales et en psychologie. Par exemple, je pourrais vous parler de la dissonance cognitive, justement, par rapport aux réactions que peuvent avoir oui. les gens quand on leur donne une explication rationnelle. La dissonance cognitive, c'est un phénomène qui est absolument fabuleux, qu'il faut connaître. Il faut le connaître en ufologie, mais aussi il faut le connaître dans d'autres croyances. Hein. Je vais vous donner une anecdote. La dissonance cognitive, elle a été très bien expliquée d'après un cas qui touchait justement au phénomène OVNI. Madame Je Kish. me demande si c'est pas celui dont on a parlé, C'est Madame Madame Kish. Kish. Voilà, c'est ça, tout à fait. Tout à fait, c'est le Festinger. Voilà. J'allais le dire, effectivement. Que dans notre épisode sur la dissonance cognitive, on a justement pris un cas qui avait trait à l'ufologie. Et c'est frappant. C'est clair. Mais on va le rappeler parce que tout le monde, toutes les personnes qui sont dans le live ne savent peut-être pas ce que c'est. Allez-y, je vous en prie. Non mais, Vlad, Moi en 2 mots. Oh là là. En 2 mots, Festinger s'est introduit dans une secte, hein, on peut le dire, qui avait une croyance en la fin du monde et qui annonçait par Madame Kish, qui était une sorte de prophétesse, qu'un vaisseau spatial allait venir pour emmener les justes dans l'espace. Voilà. Donc, eux, Et que donc eux, ils allaient être sauvés. Eux, ils allaient être sauvés. Ils ont constaté qu'avant l'événement, ils n'ont pas beaucoup communiqué.
pas très voilà, ils sont restés entre eux. Le soir de l'événement, le soir de la fin du monde, 21 décembre, hein, comme d'habitude. exactement, 54. rien ne s'est passé. C'était plutôt gênant. Et là, ce qui s'est passé, c'est que Madame Quiche a eu, par le biais de l'écriture automatique, c'était comme ça qu'elle communiquait avec le vaisseau, par le biais de l'écriture automatique, un message qui disait que les membres de son groupe avaient émis tellement de lumière, D'amour. voilà, que finalement, la planète avait été épargnée. Et donc là, pour réduire la dissonance, parce que quand même, ils attendaient quelque chose très très fortement, et il y a eu une césure, il y a eu justement une dissonance. C'est l'échec de la prophétie, comme dit Festinger. Voilà, l'échec de la prophétie. À partir de là, ils se sont mis à communiquer, et ils ont énormément parlé. Parce que l'un des moyens de réduire la dissonance cognitive, c'est de renforcer sa conviction, fût-ce au-delà du bon sens. Et c'est de convaincre les autres. Et si convaincre on arrive les à convaincre les autres, c'est qu'au fond, on n'a pas tort. Voilà, plus on a convaincu de personnes, plus notre propre opinion est validée, puisqu'elle est partagée. C'est logique. Est-ce que c'est comme ça que vous vouliez résumer Francine, ou est-ce qu'on a dit des bêtises? Oui, c'est très bien, merci beaucoup. En revanche, c'est vrai que je vais vous parler d'un cas aussi où on a un peu eu le contraire, mais là, c'était par rapport effectivement à un cas où qu'on a enquêté du côté de Nancy, d'ailleurs. Ah. Alors, donc, Le Cadora. c'est une dame qui a vu un humanoïde voler dans le ciel. Cette dame venait d'avoir un bébé, elle était terrorisée. Et le mot n'est pas fort. Hein. Le mot n'est pas trop fort, effectivement, elle était terrorisée. Donc nous sommes allés voir cette dame et nous avons trouvé une explication tout à fait rationnelle. C'était un ballon, le ballon Dora. Je ne sais pas si vous connaissez Dora l'exploratrice. C'est un dessin animé pour enfants. Et des ballons ont été réalisés comme d'autres ballons. C'est vrai que c'est terrifiant. Ah mais ce dessin animé fait vraiment beaucoup de mal. Hein. Non. C'est intolérable. Et Un ballon en forme de Dora. D'accord. Elle nous a beaucoup remerciés parce que quand on a eu fini de lui donner les explications, de lui expliquer pourquoi on lui avait soupçonné le ballon Dora, qu'on lui a montré certaines choses, pourquoi c'était le ballon Dora finalement, elle était vraiment rassurée. Et ça, vous savez, c'est très gratifiant. Et c'est même plus que ça. C'est que quand les ésoticiens ont su qu'on avait enquêté sur un ballon Dora, ils ont dit mais les sceptiques se déplacent sur n'importe quoi, c'était évident que c'était un ballon. Certes, c'était évident que c'était un ballon, mais il y avait une personne à rassurer. Et ça, je crois que c'est beaucoup plus important que ce que venaient de dire les exoticiens. Bien sûr. Ok. Il y a vraiment des cas. Enfin, voilà. Mais est-ce qu'il y a des choses. Parce que là, donc, on a eu pas mal d'exemples de cas un peu bizarres. Quelles sont les explications qui reviennent le plus souvent? C'est-à-dire que on voit qu'est-ce qu'on doit soupçonner en premier? Vous avez dit la Lune, je pense qu'il y a les stations orbitales, les satellites, il y a Vénus. Mais est-ce qu'il y a des choses auxquelles on ne pense pas et qui en fait expliquent pas mal de cas? Ah, on a des tracteurs aussi. À l'époque des moissons, on a des tracteurs qui travaillent dans les champs cultivés. Et de plus en plus, comme la demande est de plus en plus importante, la forêt est enlevée au profit de champs à cultiver. Et il y a des champs qui se trouvent quand même en pente. Et on a eu pas mal de maîtrises avec des engins agricoles, pas seulement des tracteurs, mais des engins agricoles. On en a eu pas mal. En plus, ça produit, au moment de la récolte, ça produit pas mal de poussière si le temps est sec. Et ça tamise les lumières. Ça tamise un peu les lumières. Et il y en a beaucoup. Hein, il leur faut quand même beaucoup de visibilité. J'ai grandi en Beauce, alors je connais ça. Voilà. Les moissonneuses-batteuses et les tracteurs en pleine nuit qui font un bruit, un boucan avec de la lumière, j'ai vu ça. Est-ce que tu veux venir dans l'écran? Parce que depuis tout à l'heure, tu es de plus en plus. Quand on circule sur une autoroute, par exemple, le bruit, vous l'entendez pas. On n'entend pas le bruit, par exemple. Par contre, on voit très bien les lumières. Et puis justement, à propos du bruit, une petite notion que qu'on nous jette comme ça à la figure aussi, en disant mais le bruit, si c'est un hélicoptère, il l'aura entendu, si c'est une moissonneuse, il l'aura entendu. Il faut savoir que des fois, l'esprit efface quelque chose. Un tout petit truc. Le 18 février 2005, dans les Vosges, passe un beau bolide.
Le bolide traverse, il explose, ça retentit de partout, dans les Vosges, tout le monde entend l'explosion. On fait une enquête à Charmol-Orgueilleux, il y a 2 témoins qui se trouvent à 100 mètres de distance. L'un avec son chien, il promène son chien, et l'autre qui est rentré chez lui. Les 2 voient le bolide. Au même moment, ils voient le bolide. Oh, regardez, regardez. Il y en a un, 1 minute après, qui entend l'explosion, ça fait trembler les carreaux. Le deuxième qui n'entend absolument rien. Absolument rien. Tout simplement parce qu'il est sans attention au moment du bruit, détourné par ce que faisait son chien qui est en train de creuser dans le jardin. D'accord. Quelquefois, l'esprit arrive à enlever des choses, à occulter, y Bien compris sûr, la des- cécité d'inattention. Hein. Tout à fait, tout à fait. Je sais plus si on a déjà si on a déjà fait quelque chose sur la cécité d'inattention. Non, mais c'est dans nos conférences. C'est dans une conférence on en a qu'on parlé. fait, mais... Alors du coup, on a une question sur le forum. Ah ah. Oui. On a des gens qui nous demandent, parce que donc du coup pour l'instant on a beaucoup parlé de gens qui étaient de bonne foi, et il faut partir du principe que les gens sont de bonne foi, parce que, ne serait-ce que humainement, c'est un principe de base. Oui, mais comme le dit le docteur, les gens mentent. Voilà, mais est-ce que ça vous est arrivé de devoir démystifier des mythomanes? Des gens vraiment, où au final on se rend compte que ce qu'ils disent, c'est pas possible. Oui, Ils ont ça m'est forcément arrivé. inventé, etc., etc. Ça m'est arrivé au moins une fois. Au moins, voire 2, mais une fois, la célèbre affaire de Sergi Pontoise, notamment. Sergi Pontoise. Ça La risque célèbre d'être affaire de très long. Sergi là. Célèbre Pontoise. affaire. Ça risque d'être Ça a de l'allure très- comme ça. Et en bref, c'est 26 novembre 1979 à 5 h du matin. Franck Fontaine est dans une voiture, une boule lumineuse arrive et hop, il disparaît pendant 8 jours. Il y a Pendant 2 témoins, il disparaît pendant 8 jours. 8 jours. Il a été Ah oui. enlevé, il a été enlevé par un extraterrestre. Ces 2 camarades. Ses 2 camarades témoignent, Jean-Pierre Prévost et Salomon Ndiaye, auprès de la gendarmerie de Pontoise, au commandant Courcoups. Et pendant 8 jours, on va le chercher. Pendant 8 jours, les 2 témoins supposés, enfin, les 2 témoins vont être soupçonnés, vont être malmenés, ils avoueront jamais, ils resteront sur leur dire. 8 jours après, le 3 décembre 1979, Franck, à la même heure, Franck Fontaine réapparaît. Ah bah, ça va. Commence toute l'histoire. Parfait. Voilà. Il a, bon, évidemment, de suite, comme enquêteur, on s'intéresse à l'affaire, parce qu'il n'y a pas de petite, il n'y a pas de grande affaire. Et puis, on soupçonne un canular. Mais le soupçonner, c'est bien beau, mais il faut le démontrer. Quand on part du principe que tout témoin est de bonne foi, on considère qu'ils sont de bonne foi et on va rechercher toutes les choses qui ne cadrent pas, qui ne vont pas. Et ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Même si on sait que c'est un canular, ça prend beaucoup de temps. D'autant que dans cette affaire, ce qui vient compliquer le cas, c'est l'apport des autres ufologues en disant « mais moi je connais un autre témoin qui a vu la même chose le même jour, donc un témoin qui aurait vu Franck se faire enlever dans une boule lumineuse, donc il faut retrouver ce témoin, il y a eu des traces au sol, il y a des tests de résistivité qui ont été faits à plusieurs rooms, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est comme ça à l'époque. Il y a eu des choux atteints parce que c'était dans un champ, etc., etc. Bon, tout ça, il faut vérifier. Ça prend du temps, beaucoup de temps, surtout quand on est à 900 km de distance. Donc voilà, j'ai mis 2 ans à obtenir la preuve que l'affaire Sergi Pontoise est un canular. Alors, et c'est quoi la preuve? La preuve, c'est toutes les contradictions, déjà d'une part. Après, l'aveu final. Ah bah, l'aveu, c'est une preuve, oui. C'est pas mal. L'aveu final d'un des témoins qui s'appelle Jean-Pierre Prévost, qui a dit oui, on a monté toute cette affaire. Et puis des petits détails de style, ils ont pris les photos. Ces photos, bah oui, mais la mère de Franck les a déchirées, je les ai plus, et qui me donne, peut-être un an après, il me dit tiens, je t'en fais cadeau, là les photos. Donc voilà un mensonge de plus, etc., etc. Il y a des milliers de petites choses qui font que la preuve, on l'a, qu'effectivement, il y a un canular. Et est-ce qu'on a idée de où est-ce qu'il était passé, le monsieur, pendant 8 jours? Oui, au final. Oui, on À la a, plage on a une piste très solide qui sera révélée d'ici la fin de l'année dans un petit ouvrage qui s'appelle Retour sur l'affaire Sergi Pontoise, qui va Teasing. s'ouvrir dans les dossiers de SO, qu'on est en train Très de bien. préparer. Comme ça, il y a un petit peu de pub. C'est beau. C'est un scoop, c'est un scoop. Ah. Voilà. Alors, on va se tourner vers le chat une dernière fois pour voir s'il y a des questions, Ouais. des réactions. Des questions, des réactions. Non, Gilles Fernandez qui réagit. Ah, monsieur Fernandez a Monsieur réagi. Fernandez, oui. J'aimerais ajouter une dernière chose quant à ce mythe contemporain. Si vous lisez ce que devient ce mythe ovni et l'ufologie, les pro-ovni, en tant que phénomène fortéen, ils ne font que rajouter du quantique, c'est-à-dire du quantox, pour tenir coûte que coûte
à leur hypothèse. Donc, en gros, on nous dit que la théorie quantique est venue à la rescousse de ceux qui racontent n'importe quoi. Ah bah c'est bien pratique pour à peu près tout le monde, hein, Ouais, c'est la bien. théorie quantique. Le quantique, c'est cool. Donc, Oui, ça fait bien. Ça fait bien. Vous pouvez pas comprendre, c'est quantique. Moi, on me l'a bah, sorti. voilà. Mm. Ça fait bien. Oui, Ça c'est n'explique rien, donc ça sauve tout le monde. C'est C'est un ça. TGCM en fait. C'est un TGCM le quantique. Voilà. Ta gueule c'est quantique. Voilà. TGCQ. Tout est quantique. Tout est On quantique. va inventer le point TGCQ. Ouais. Ta gueule, c'est quantique. Je vais me le mettre en tampon. Sinon, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce dont on voulait parler. Je pense. À moins que vous ayez des questions, ou à moins que vous ayez des réactions par rapport à ce qu'on a dit ou à ce qu'on n'a pas dit. Oui, je voudrais parler juste un petit mot des hypothèses extraordinaires prônées par la grande majorité des ufologues, notamment en ce qui concerne les ovnis du passé. Alors, Oui, Mhm. les anciens archéologues, les anciens Astronautes. voilà, c'est ça. La théorie néo-vémériste, tous ces trucs-là. Je voudrais vous dire que sur le forum UFO-scepticisme dont nous avons en charge la co-administration, Patrice et moi, il y a donc vraiment en tête la page de l'oncle d'homme avec les prodiges célestes. Donc ça, il faudrait que les gens la regardent. Et puis il y a aussi un site qui est relatif à l'art et aux ovnis dans la peinture. C'est de Ah, c'est Diego intéressant, Chiodi. Et ça, c'est aussi très intéressant pour ceux qui pensent que ce qu'on leur présente est une preuve absolue qu'il y a eu des ovnis très très longtemps et que les artistes peintres, notamment à la Renaissance, ont mis des ovnis dans leurs peintures parce qu'ils les voyaient. La plupart des œuvres d'art ne sont pas sont un peu tronquées de façon à ce qu'elles puissent induire les gens en erreur, mais il s'agit d'art, de symboles, etc. Il faut absolument aller sur ce site de Diego Chiodi. Donc là, seulement l'art et pas les ovnis. Et ce qui est marrant, c'est que dans ces manières de voir, on a toujours l'argument de dire oui, mais il faut interpréter. C'est jamais dit explicitement, mais quand on regarde le texte ou le tableau d'une manière avec la bonne interprétation en tête, on comprend ce que ça veut dire. Et j'incite les gens qui le regardent et qui sont sceptiques à être attentifs à ça. Quand vous avez quelqu'un en face de vous qui a la rhétorique de dire oui, mais c'est pas explicite parce qu'il faut interpréter pour avoir accès, il y a un loup en général dans l'affaire. Oui. Parce que si vraiment les ovnis étaient là depuis 10 000 ans, bah, on aurait des traces un peu plus, des gens en parleraient. Et pourquoi est-ce qu'ils en parleraient en secret alors que visiblement c'était connu? C'est un complot. Ah oui, parce que conspiration. C'est ce qu'on a décidé de croire. Voilà. Moi, je pense qu'au lieu de dire il faut interpréter, il faut leur répondre tout simplement non, il faut essayer de comprendre, il faut connaître l'art, il faut connaître donc, et puis c'est tout, voilà. Interpréter, ça sert à rien, on a les réponses quelque part, il faut aller les chercher. Voilà. De toute manière, C'est ce que je alors leur réponds, là, j'aurais dit arrêtez d'interpréter et allez chercher la réponse, vous l'avez de partout. Il y a une culture de l'art, ça s'apprend, faut aller chercher, voilà. C'est tout. là c'est l'analyste qui va parler. Oh non. Mauvais. De toute manière, en termes d'analyse artistique, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que si on part dans l'analyse d'une œuvre avec un présupposé, on va pouvoir lui faire dire absolument tout ce qu'on veut. Il y a un livre absolument magique qui est sorti, dont je n'ai plus le titre, malheureusement. On trouvera et on le mettra. Je le rechercherai voilà, mais fabuleux, on m'en a, c'est assez remarquable. Une personne qui a analysé la messe en si de Jean-Sébastien Bach et qui a prouvé par je sais plus quelle méthode mathématique un petit peu farfelue qu'en multipliant le nombre de doubles croches avec le nombre de césures et que si on rajoutait le nombre de fois où le nom de Bach apparaissait dans l'œuvre, etc., on obtenait la date de sa mort et que donc Jean-Sébastien Bach avait été initié par la franc-maçonnerie à l'art de la divination. Oui. Je sais pas si non, peut-être que vous êtes trop jeune par rapport à moi, mais en 1976, il y a eu une émission de télévision avec un archéologue qui s'appelait Jean-Pierre Adam et qui avait fait la démonstration que sur une cabine téléphonique, on pouvait trouver tout et n'importe quoi. Ah oui. Alors, Bruce- Absolument tout et n'importe quoi, le nombre pi, etc., etc. Donc, Bien sûr, je crois que c'est Bruce qui a fait étaient une logiques, vidéo. mais Umberto Eco. pas du tout. Oui, Umberto Eco le met dans un de ses livres. bien sûr. Oui, Pendule tout à de fait, Foucault. tout à fait. Oui, le Foucault. C'est dans le pendule de Foucault. C'est pas je crois. d'aujourd'hui, hein, ça date de 76. Hein. Bah voilà.
Bien sûr. Bruce a fait une vidéo sur les pyramides et le nombre d'or dans lequel il montre que si on veut commencer à analyser les pyramides, on peut leur faire dire à peu près n'importe quoi. Voilà, sur la chaîne Y penser. Ouais. Alors, je vais pouvoir de ce fait conseiller aussi le site d'IRNA, l'autre net, IRNA. L'autre net, c'est formidable en ce qui concerne justement les études qu'elle a faites sur l'extraordinaire apporté par certains pseudo-archéologues. Et il y a une page Facebook qui s'appelle Archéologie zététique, je crois, Ouais. qui est assez récente. Donc si ces questions-là vous intéressent, eux, ils ont des ressources, des documents en lien avec les phénomènes ovnis et la théorie des anciens astronautes. Enfin, voilà, je veux dire, moi je suis analyste, c'est un peu mon boulot, mais je veux dire, il faut remettre les choses à leur place, même si ça me fait chier, on peut pas expliquer le monde. Et ça m'embête, hein, ça m'embête, j'aimerais bien. C'est clair. Mon C'est travail, ça clair. s'appelle la science. Ouais. Bah, C'est vas-y, indique ton travail est mieux que le mien. Bah, mais la science, ça sert à ça. Ça marche pas super bien tout le temps, mais ça marche alors. Ce qui est important, c'est de donner l'information, de la mettre à disposition d'une manière ou d'une autre, hein, sur le net ou comme nous dans des opus, et de faire savoir qu'elle est là. Et puis après, bah, c'est une démarche volontaire, hein. On va la chercher, on va pas la chercher. On peut pas forcer les gens de toute manière. Mais non. Tout à l'heure, je reviens juste 2 secondes, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui posait des questions à propos des traces. Oui. Je voulais dire, parce que c'est très très long, mais on a fait ça aussi sur les traces, justement. Encore un livre. Martiens et les cas similaires. Marlien. Marlien. D'accord. Et dedans, ben, on analyse toutes des dizaines de traces qu'il y a eu en France, des dizaines et des dizaines de traces. En Italie, on les met en parallèle et on explique comment elles sont faites, ces traces-là. Voilà. Par Alors, exemple. il faut que je vous parle quand même de ces opuscules très rapidement. En fait, ces opuscules-là, ils sont nés du fait qu'on avait remarqué qu'il y avait certains travaux sur Internet, et notamment sur les forums, qui étaient assez intéressants, enfin des fils de discussion, qui étaient assez intéressants, mais que pour des raisons diverses, ils disparaissaient. Et on s'est dit, nous, que ce serait pas mal de pouvoir faire la synthèse de quelques-uns de ces fils de discussion. Ça s'est transformé après en espace de travail. Et dans le forum UFO-scepticisme, on a des espaces de travail qui sont ouverts et à la demande d'un ou deux membres et qui souhaitent étudier un sujet particulier. Et après, quand c'est suffisamment abouti, eh bien, il y a édition donc, de ce type d'opuscule, ce qui permet une sauvegarde, au moins une sauvegarde papier, et éviter que des informations intéressantes peuvent se perdre. Alors, une précision, ce ne sont pas des livres, même si c'est le format de livre, ce sont des dossiers. C'est-à-dire, on rassemble toutes les informations qu'on peut avoir, on n'est pas écrivain, donc on fait des dossiers qui peuvent servir après même à d'autres, hein, pour d'autres études, pour aller plus loin, ou pour nous contredire, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mhm. Voilà, c'est ce qui est bien avec les personnes qui ont une pensée critique, c'est qu'on peut les contredire sans se faire frapper. C'est agréable. Oui, On est loin, donc ils peuvent contredire, on est loin. ou sans risquer certains désagréments, comme vous avez fait allusion tout à l'heure, et c'est quand même certaines fois assez dur à vivre. Oui. Mais c'est comme je vous le disais, on a quand même certaines gratifications quand on voit qu'on a pu rassurer une dame qui Oui. ne dormait plus parce qu'elle avait peur que son enfant soit élevé par un humanoïde volant, et bien d'autres choses, hein, encore, on ne va pas toutes les citer. C'est quand même très... Il y a des bons côtés. Je suis sûr que cette petite fille sera effectivement enlevée par Dora l'exploratrice, pauvre enfant. Tout tard, un homme volant va l'enlever. Bien, alors je me tourne une dernière fois vers notre ami Corby pour savoir s'il y a des réactions dans le chat. Non. On n'a rien qui remonte. Donc en gros, je pense qu'on a répondu à tout. De toute façon, les gens qui voudraient en savoir plus peuvent aller sur la page Facebook UFO Scepticisme, Absolument. qui est gérée par Patrice et Francine. Ils trouveront pas mal de gens des sceptiques, justement, qui savent ce que c'est que la méthode et qui pourront répondre à leurs questions. Nous, on va vous remercier pour la soirée, pour votre temps, pour vos efforts, tout ça, pour votre gentillesse. Ouais, C'est nous c'était qui vous vraiment remercions, très vraiment, intéressant. merci beaucoup. Oui. Et puis, je vais laisser la parole à Bled pour conclure cette petite émission. Mhm. Nos invités, donc Patrice Serret et
et Francis Cordier qui... Francine Cordier. C'est pas ce que j'ai dit? Non. Je ne sais plus articuler, c'est Voilà. et Francine Cordier, qui nous ont fait le plaisir de nous accorder un petit peu de leur temps. Et puis je vais faire un petit peu de teasing pour ce qui va arriver sur la chaîne, parce que ça commence à faire quelques temps qu'on n'a rien sorti. Bah, on travaille pourtant. Hein. On travaille, voilà. Bon alors, en plus de la version vidéo du débat que nous avons eu il y a quelques temps avec Top Chrétien, on prépare l'épisode 4 qui va arriver et qui va traiter de la rationalisation. Phénomène cognitif fascinant, vous allez vous en rendre compte. Qui complète un peu la dissonance cognitive. Qui complète la dissonance cognitive, absolument, qui est très directement corrélée. On prépare un épisode en trio avec 2 autres chaînes, je vais pas dire lesquelles. Ah si. On dit lesquelles? Oui. Oh là là, on dit lesquelles. Alors, il y aura Jeff du Psylab, qui est donc la personne qui était avec nous lors du dernier live de la tronche en biais. Ah. Et Climen, qui a une chaîne qui traite de pharmacologie. Voilà. Et le thème, ce sera l'effet placebo. J'allais le dire. Je l'ai dit avant toi. Donc voilà, le thème ce sera l'effet placebo, qui est donc un truc qui est pas forcément toujours très bien compris, et puis que pourtant tout le monde connaît, ne serait-ce que par le groupe de rock. Placebo. Bref. Vous avez dit une place pour les beaux? Bon, donc voilà. Est-ce que vous nous entendez, les gens? Bref, on est revenu. Voilà, enfin, Si vous nous entendez, dites facochère. Mais peu importe. Non, et donc... Cochon. Cochon. Magnifique. On conclut. Et donc on conclut, comme on le disait, si vous avez envie de nous soutenir, il y a Tipeee. Si vous n'êtes pas abonné à la tronche en biais, abonnez-vous à la chaîne YouTube de la tronche en biais. Voilà. Allez sur la page Facebook, parce qu'on publie plein de choses qu'on ne met pas forcément sur la page YouTube. Et on répond aux qu'elles sont questions. intéressantes. Et on répond aux questions. On a aussi un Ask, vous pouvez chercher la tronche en biais sur Ask. Et voilà, je crois que ça fait pas mal de moyens de nous contacter ou de nous dire que vous aimez ce qu'on fait ou de nous insulter, le cas échéant. Voilà, donc on reparlera peut-être d'ufologie dans les mois et les années qui vont venir en fonction des gens qu'on va croiser Très certainement. et des sujets qui vont s'aborder. Mhm. En tout cas, on aura comme invité dans l'un des prochains lives une personne qui va nous parler de la théorie argumentative du raisonnement. C'est-à-dire que comment l'évolution a amené l'humain à raisonner. Vous verrez que c'est pas aussi simple que ça en a l'air, qu'il y a des théories intéressantes là-dessus. Voilà, et moi je vous embrasse. Voilà, on vous fait des bisous et merci encore. d'avoir été présents. Et Merci encore à merci vous. à Merci. Patrice et Francine. Ciao tout le monde. Salut.